ceux qui dominent la sphère économique, ceux qui extraient toutes les ressources du pays, c'est les Américains, les entreprises américaines. Le Venezuela est une démocratie dictatoriale. Démocratie dictatoriale, ça passe de coup d'État à retour à la démocratie, et l'influence américaine est extrêmement forte. Ce qui donne naissance, tout ce temps-là, à notre ami Chavez, chef du Parti communiste, et qui dit « Vous voyez ce qui se passe en ce moment, là? C'est que les Américains nous volent. » Et le cadeau du ciel se présente au cours des années 70. Je te parlais tout à l'heure, les crises d'énergie au Moyen-Orient. Lorsque les Américains appuient Israël, tout le monde est en colère contre les Américains, contre quelques Européens. Donc on se met à boycotter le pétrole, la vente de pétrole à ces pays. On déteste tellement l'autre camp, on déteste tellement l'adversaire, on déteste qu'il y a carrément une réaction pathologique qui bloque les sentiments. Les sentiments les plus humains, les plus rudimentaires de quelqu'un qui se fait mettre une balle dans la tête, les oreilles font partie de la tête, et que ta première réaction c'est « Il se l'est fait à lui-même ». C'est stagé. C'est quoi qui se passe? C'est que tu... Un média indépendant, c'est par nature complémentaire. Notre rôle, c'est de compléter ce qui manque actuellement dans l'écosystème d'information. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Guys, aujourd'hui, j'ai une personne inspirante, quelqu'un que je voulais depuis longtemps, c'est quelqu'un que je regarde, je suis un fan de Benjamin Tremblay. Vous connaissez la joke dans mon premier épisode, quand j'ai commencé, évidemment, j'ai un nom assez atypique. Alors, moi, pour m'introduire, pour briser la glace, j'ai dit tout le temps, guys, mon nom est Kenny Shillingham, c'est Rougeant Kenny Shillingham. Arrêtez-moi ça, c'est comme Tremblay avec un peu plus de syllabes. Et j'ai un Tremblay enfin aujourd'hui, Benjamin Tremblay. Ben, rapidement, j'admire ton travail, tu fais de grandes choses, je sais que tu vas aller très loin. Je vois les gens qui vont réussir à une grande échelle. Et j'essaie de l'avoir très jeune parce qu'après ça, ils sont inaccessibles. Parce que ça va être très difficile de t'avoir après. Alors, je suis bien content. Toujours pour toi, c'est beau, franchement. Je suis vraiment content de t'avoir. Merci de venir de la ville de Québec ici à Montréal pour nous ce matin. Ben, j'admire ton travail. Tu fais un excellent boulot. Tu mets Québec on the map. Pour tous les Québécois, on est fiers de dire que à l'échelle internationale, les gens t'écoutent, donc c'est vraiment admirable ce que tu fais. Et j'admire ton travail. J'ai regardé dernièrement des vidéos sur l'Haïti pour les gens qui vous allez comprendre bientôt, qui est Ben, mais il fait des revues de presse. Il explique un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans la géopolitique. Il a décortiqué l'Haïti, qui est un de mes pays que je suis curieux de savoir parce que j'ai beaucoup d'amis. Et il explique comment ce pays a été pillé. Puis c'est ça. C'est vraiment par tous les gouvernements, par les Français, par les Canadiens, par les États-Unis. Et si vous posez la question, comment ça se fait que la République dominicaine prospère, tandis que dans la même île, l'autre pays est dans une pauvreté incroyable? Ben, il décortique des débuts de ce pays, quand ça s'appelait Saint-Domingo, c'est ça Saint-Domingo? Saint-Domingue, OK. Santo Domingo, aujourd'hui, pourquoi ce pays a été profité par tout le monde sauf le pays en tant que tel. Donc, il fait plein de revues de presse, d'explications sur plusieurs pays. Donc, Ben, je suis très content de t'avoir aujourd'hui encore une fois. On va parler beaucoup de l'entrepreneuriat, puis tu vas m'ouvrir la porte un peu à la politique. Pour les gens qui intéressent, moi, je suis un grand fan. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous me connaissez pour ces gens de l'entrepreneur, le courtier, mais j'ai une autre passion, géopolitique, c'est pour ça que j'écoute Ben. Ben, my man, content de t'avoir aujourd'hui. Très content d'être là, mon ami. Ça fait plaisir. Effectivement, quand tu parlais d'un Tremblay du Saguenay en plus, fait qu'un vrai pure blood, comme on pourrait dire. Du Saguenay, hein? Oui, exact. Qui est, si on veut, le royaume des Tremblay. J'ai été à Saguenay une fois, j'ai adoré. Les gens sont sympathiques. Et quand je suis allé, ils m'ont dit, c'est-tu noir? T'es-tu mélangé? T'es comme bronzé. Latino. Je dis non, je suis Sri Lankais, d'origine Sri Lanka. Mais les gens avaient cette curiosité. Mais pas comme... Il y avait bienveillante. Exact. Avec une bonne intention, tu vois. Des fois, les gens te posent des questions, mais comme ils sont vraiment comme dans... Ils jugent la par curiosité, la question. Beaucoup, je te dirais. C'est souvent ce qu'on va observer beaucoup avec une espèce de curiosité très bienveillante. Ouais. Que ce soit au Saguenay ou ailleurs en région, on s'entend, il y a toujours des cas qui sont un peu plus déplorables, puis on est plusieurs à les déplorer aussi. Mais la réalité, c'est que l'écrasante majorité des gens sont tellement de bonne humeur et heureux
flattés de savoir que quelqu'un qui ne vient pas de leur région vient dans leur région et prend un peu de son temps pour venir voir. C'est vraiment, puis c'est autant avec des gens de l'extérieur, des immigrants, des nouveaux arrivants, qu'avec des gens de Montréal, qu'avec des gens de Québec. On est comme, hey, il est venu à Chicoutimi, on est hot. Et tu es allé dernièrement? Ah, ben je vais régulièrement. Ouais, j'ai encore beaucoup de familles Il y a sur beaucoup place. plus d'immigrants aujourd'hui. Oui, absolument, exactement. C'est un des plus gros bassins, en fait. Là, si on passe à partir de Québec, Montréal, c'est sûr, les régions métropolitaines. Le Saguenay devient de plus en plus attrayant pour les nouveaux arrivants. Incroyable, incroyable. Alors, rapidement, Ben, dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Benjamin Tremblay et pourquoi cette passion pour la géopolitique? Parce que, tu sais, avec ton intelligence, avec ton vocabulaire, avec tout ce que, tu sais, avec les talents que tu as, tu peux faire n'importe quoi, mais tu as décidé géopolitique. De parler de la géopolitique. Moi, je t'avoue, j'ai l'impression qu'il y a pas mal juste ça que je pourrais. Ah oui, OK. mais écoute, j'ai toujours adoré toutes les questions qui éveillent la curiosité. Puis la géopolitique, pourquoi j'aime beaucoup? Puis les gens le nom veut rien dire. Parfois, le mot veut absolument rien dire quand on parle de géopolitique. Géostratégie, c'est des concepts qui sont qui paraissent un peu académiques, un peu scientifiques. Et la réalité, c'est que pourquoi moi j'aime la géopolitique, c'est justement parce que c'est tout en même temps. C'est l'addition, la communion des ressources, du pouvoir, de la géographie, de l'économie, de la démographie, de la politique intérieure, de la politique étrangère. C'est les questions militaires, l'armement, la technologie, l'information. C'est le monde qui nous entoure. C'est ça la géopolitique au fond de la ligne. C'est de prendre assez de recul pour regarder une situation avec une altitude, pas de quelques mètres, puis de prendre un peu de recul, une attitude satellitaire. De s'élever vraiment au-dessus de ces enjeux, d'éliminer le bruit ambiant, d'éliminer ce bruit de fond qui peut parfois nuire à notre autonomie, à notre indépendance intellectuelle pour faire une analyse parfaitement impartiale. Puis ce que je remarque, c'est justement, plus on prend de recul, plus on est en mesure de connecter tous ces dossiers. C'est sûr, si on regarde juste la question économique, il nous manque un bout. Si on regarde la question politique intérieure, mais quand on se détache et qu'on regarde tout ça, là, on comprend. OK, la crise de l'énergie est en train de causer telle situation politique intérieure en Europe qui a un impact sur la cohésion de l'Union européenne elle-même, qui a un impact ensuite sur la force de l'euro et sur son potentiel pour les prochaines années, ce qui a un impact sur l'investissement. Donc, tu es capable, à partir justement d'une vision très myope parfois, de prendre du recul et de constater que le monde est éminemment connecté, de manière extrêmement intime, et que plus on est en mesure d'avoir un regard qui est complet et exhaustif sur le nuage de points, toutes les données, soudainement, ben là, on peut comprendre des enjeux qui peuvent être complexes et qui peuvent être incompréhensibles, comme Haïti, on va se dire, mais vous avez un pays juste à côté, c'est clair. Si on s'en tient juste à la géographie, ça n'a aucun sens. Si on introduit l'histoire, si on introduit la période coloniale française, si on introduit la dette qui a été léguée, là, on prend toujours un peu plus de recul. Et ça nous permet de voir la situation qu'on a devant nous. Donc, pour moi, la géopolitique, c'est vraiment cette attitude. Puis les gens parfois, il y a un malentendu là-dessus, vraiment, où les gens ont l'impression que c'est un peu, ça relève de l'analyse, ça relève de la subjectivité. Pour moi, la géopolitique, c'est d'abord et avant tout une science. C'est d'essayer, en prenant tous les paramètres qu'on a devant nous, d'émettre une hypothèse, de la tester et d'être parfaitement disposé à la modifier, l'altérer ou l'acheter aux poubelles si on réalise qu'elle n'est pas valide. Donc, on a parfois le processus inverse en géopol. Je suis certain qu'ils ont... They have a dog in this fight. Aiment la Russie, aiment la Chine, aiment l'Iran, aiment les États-Unis, et vont faire une analyse en conséquence. La vraie impartialité, puis celle que moi je réclame, c'est d'être capable de dire tel a raison, tel a tort. Et ce n'est pas partial. Ce qui serait partial, ce serait de présenter un portrait neutre alors que ce n'est pas la vérité. Ce serait atténuer la responsabilité de l'un ou de l'autre. Si on veut dire, par exemple, je ne sais pas, Russie, Ukraine, et c'est que nous, ce qu'on vient peindre, c'est un portrait neutre. Si la vérité se trouve ici, ça, c'est la vérité impartiale. Que si je ne prends pas parti ni d'un camp ni de l'autre, je vais te donner une vérité qui peut-être ne sera pas neutre. La neutralité est en soi une forme d'intervention. C'est une forme de dilution de la vérité pour arriver avec quelque chose qui est plus consensuel, qui est moins controversé. Dire, ah, mais là, si on a fait parler, je ne sais pas si on parle si on donne 3 arguments contre une idée et 2 pour l'autre,
Est-ce que le rôle de la neutralité, le rôle de l'impartialité plutôt, c'est d'inventer des arguments en faveur de l'autre camp pour neutraliser tout ça? Et c'est là, moi, que je trouve qu'il y a une incompréhension, si on veut, dans certains des concepts que nous, on utilise. Indépendant, neutre, impartial. C'est des thèmes qui reviennent et qui, à mon sens, valent la peine d'être définis. L'indépendance, ça veut dire ne rien devoir à personne. Ça ne veut pas dire la neutralité la plus absolue. Non, dépendance. Comme dans « il y a absence de dépendance ». Il n'y a pas personne qui a... Les gens riaient quand on avait ouvert notre studio. Puis j'en faisais des blagues moi-même, parce que c'est une installation qui est vraiment au goût du jour, et qui est vraiment fantastique. Et je voyais des gens qui essayaient de spéculer que j'avais la main de la CIA ou du Mossad ou du FSB dans le dos. L'indépendance, c'est justement de ne devoir rien à personne. Ça inclut une faction politique, ça inclut un gouvernement à travers un mécanisme de subvention, de crédit d'impôt, quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on existe donc à 7 jours sur Terre, en dehors de cet écosystème-là. Donc, longue histoire courte, qu'est-ce qu'on fait à 7 jours sur Terre? Des documentaires de 30 à 50 minutes sur la géopolitique, où ce qu'on va faire, c'est de traiter un enjeu qui est une question de référence souvent. Quelque chose d'extrêmement controversé, qui a propension à débat, qui génère la discussion et qui est très polarisé. C'est des sujets qui, intuitivement, on essaierait d'éviter, mais je t'avoue que c'est extrêmement fertile dans le cadre de ce que nous, on veut faire. Parce qu'on peut montrer les deux perspectives. On peut essayer d'expliquer aux gens, attendez un peu, là, si on veut voir, par exemple, question israélo-palestinienne. Nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être pas nécessairement d'essayer de déterminer qui a raison. On va essayer d'analyser les enjeux stratégiques là-dedans. La posture dans laquelle se retrouve actuellement le Hezbollah, le Hamas, Israël, le gouvernement israélien, Netanyahou, les intervenants autour, l'Iran, les États-Unis. On va essayer de faire de la prospection à partir de la rétrospection. En disant, vous voyez ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, 30 dernières années, on trace, en prenant beaucoup de recul encore, on trace une trajectoire. Donc si on s'arrête dans notre histoire, on est en 2024, 2025, il est facile pour nous de tracer une trajectoire pointillée, simplement la poursuivant. Donc ce qu'on fait, c'est souvent ça, de faire un retour dans l'histoire. Tu parlais d'Haïti, on l'a fait pour la Libye, on l'a fait pour l'Arabie Saoudite, l'alliance avec les États-Unis, une des alliances les plus conséquentielles au monde. On l'a fait avec le système bancaire, on l'a fait avec des gros morceaux, vraiment, des questions de référence, mais toujours en faisant un regard très rétrospectif. C'est-à-dire, avant qu'on s'attarde à où ça s'en va, où est-ce que ça a commencé? On prend les gens par la main, à prendre une marche dans l'histoire, littéralement. À montrer, tu vois, ça, c'est ce qui s'est passé ici. Voilà, on a les images, c'est comme ça que ça s'est passé, ça a eu tel impact, ça nous a amené vers ça ici, ça a eu telle conséquence, ça a créé tel mouvement de population vers tel... Et quand on arrive au bout de la rue et qu'on lâche la main de l'audience, ils ont vu la même chose que nous, on a vu dans le procédé de recherche. C'est pas à moi de dire c'est quoi la réponse. C'est pas à moi de déterminer c'est quoi l'analyse qui est juste et véridique. Mon rôle, c'est de prendre cette marche sans diriger l'audience, de les laisser au bout et de respecter leur intelligence. De respecter leur intelligence. De savoir qu'ils ont la perspective, qu'ils ont l'expérience, la sagesse, la connaissance et l'autonomie pour déterminer eux-mêmes, une fois que j'ai donné les données, l'information, ce qu'eux pensent vis-à-vis à ça. C'est ça que beaucoup de médias, je pense, ne font pas, et c'est ça dont beaucoup en ont ras-le-bol, d'avoir l'impression de se faire dire quoi penser. Et d'une manière, c'est pour moi un manque de respect. Quand je te dis respecter l'intelligence des gens, c'est de savoir qu'on ne vient pas du même endroit. Sri Lanka, Québec, Chicoutimi. Ta vision sur le monde n'est pas la même que la mienne. Je présume, écoute, je parle 2 langues. Je suis un Canadien. Tu dois en parler 5. Je présume. Français, anglais, Sinhala, tamil. Singalese et le tamil, oui. Je parle le tamil, ou 3, et un peu l'espagnol. Voilà, donc, c'est ce que je veux dire. On a une vision différente. Ton écosystème d'information dans lequel tu as grandi, les journaux que tu consommes, les gens avec qui tu parles au quotidien, les dossiers que tu suis, tout ça, c'est différent. Fait que moi, ça, c'est au cœur de ma mission que de dire « je suis qui ?» dans mes bureaux avec des chaises de cuir à Québec, dans l'air climatisé, pour commenter la situation à Haïti, en Libye ou encore au Sri Lanka avec une certitude qui frôle l'arrogance d'une manière. Là. Et c'est là que je dis que nous, notre devoir, c'est de pas dicter c'est quoi la vérité, c'est d'essayer de faire un travail aussi rigoureux que possible,
d'essayer d'offrir aux gens, regardez, vous avez un regard là-dessus, voici ce qu'on a découvert avec un travail aussi curieux et rigoureux que possible. Pensez-en ce que vous voulez. Et donc, des gens vont dire, 7 jours sur Terre est à gauche, 7 jours sur Terre est à droite, 7 jours sur Terre est pro-russe ou anti-russe, pro-américain. Les gens ont de la difficulté à nous mettre dans une boîte parce qu'on n'y est pas. Et donc, au bout de la ligne, vous avez la moitié qui nous place dans un côté, l'autre moitié de l'autre. Et la réalité, c'est justement d'essayer de montrer le revers de la médaille tout le temps. Tu sais, si on a fait Kadhafi, par exemple, ça a été un document qui a été très apprécié. Vraiment. Notre regard de l'histoire de Kadhafi, c'est pas un regard qui est neutre. C'est un regard qui est impartial. Ce que j'entends par là, c'est qu'il existe un récit, un narratif qui est très bien connu de Kadhafi le dictateur, Kadhafi l'infréquentable, Kadhafi le pervers, Kadhafi le violeur, Kadhafi... Il y a eu des termes puis des accusations extrêmement sévères. Kadhafi vole son peuple, Kadhafi... Ma responsabilité, c'est peut-être pas de répéter ça dans un document impartial, mais plutôt d'apporter l'autre côté de la médaille. Puisque je ne fais pas partie de ce conflit, j'estime qu'il est nécessaire d'avoir les deux côtés. Et donc, c'est sûr que si nous, on fait le récit de Kadhafi, on va présenter le récit alternatif. On va présenter des choses qui n'ont pas été mentionnées dans le narratif populaire. Si on parle du Venezuela ou peu importe, c'est clair que les gens vont avoir l'impression toujours qu'on est dans un esprit contrarien, parce que c'est notre mandat. Un média indépendant, c'est par nature complémentaire. Notre rôle, c'est de compléter ce qui manque actuellement dans l'écosystème d'information. Donc, tu vois, notre projet actuel sur lequel on est en train de travailler, c'est une question de référence en géopolitique encore, puis je suis certain que ça va t'allumer. L'Empire américain est-il en déclin? C'est la question à partir de laquelle on part et qui va probablement titrer. C'est une question de référence et tout le monde a sa propre opinion. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est de présenter ces deux narratifs mutuellement incompatibles, contradictoires, et pourtant tout à fait crédibles dans les deux cas. Tu l'as déjà fait, n'est-ce pas? On est en train de le faire actuellement. Okay. On est en train de travailler là-dessus actuellement. C'est un énorme dossier parce qu'il faut montrer d'abord de quoi on parle quand on parle de l'Empire américain. C'est quoi? Comment on le définit? C'est quoi les attributs? De quoi il découle sa puissance? Donc, expliquer le système des pétrodollars, expliquer le recyclement, le recyclage de la dette, expliquer les contrôles des passages maritimes, expliquer comment les Américains ont construit ce système pour ensuite faire une analyse. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il définit, est-ce que ces paramètres, ces attributs sont sur le déclin? Est-ce qu'ils sont stables? Et c'est ce que je veux dire. Donc, regarder un dossier avec un angle aussi scientifique que possible, sans avoir de conclusion prédéterminée. Voilà. Insane, wow. Tu vois que tu as une passion énorme. Alors, je pourrais poser une question, puis je pense que un café, c'est pas suffisant. That's what I do. Un café, c'est pas suffisant parce que j'adore t'écouter. Ben, la question pour toi, là, je vois ta passion, pourquoi de la géopolitique. J'adore la géopolitique parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je viens du Sri Lanka. On a vécu une guerre civile qui a dévasté le pays pendant presque 3 décennies. Puis j'espère qu'un jour, tu vas documenter le Sri Lanka parce que là, on devient des meilleurs amis parce que ça a toujours été, j'ai un peu ce que mes parents m'ont dit. J'ai un peu le côté de les recherches que j'ai faites, tu vois. Qu'est-ce que mon peuple dit parce que tu vois, comme c'est le gouvernement contre un peuple qui a été beaucoup intimidé. Les Singalis, c'est les Tamils, les Bouddhistes, c'est les Hindous. Et ça a été toute une histoire. C'est une des raisons pourquoi je suis ici au Canada. Parce qu'à cause de cette guerre civile, mon père s'est sauvé. Il est allé en Inde, il est allé aux États-Unis. J'ai failli finir à Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de monter au Québec. Peut-être tu seras encore plus big. T'as tout compris. Finalement, c'est ça, il s'est installé au Québec parce qu'il s'est fait dire qu'ici, on a la santé universelle, tu vois, gratuite, tandis que là-bas, c'est un peu plus difficile. Alors, tout ça, et j'ai toujours eu cette curiosité, qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays? Pourquoi? Si tu es capable de dévoiler ça, là, un jour, tu vas faire des grands fans, tu vas toucher un autre monde, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent soulever ces infos. Puis là, dernièrement, la famille Rajapaksa qui sont sortis du pays, on a presque... on les a fait sortir plutôt parce qu'il n'y avait pas le choix. Je ne sais pas si tu as couvert un peu ce sujet. Tout le peuple est rentré dans
dans leur palais, il y avait un des palais, il y avait comme 10 Lamborghini, puis Toute une histoire, ouais. des Ferrari et tout. Là, dites-vous que c'est le gouvernement, c'est le président qui avait tout ça en possession. Bref, alors ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai cette curiosité. Et il y en a beaucoup qui disent sur Jeune, j'aime pas parler de la politique. Ouais. Ah, la politique sépare. La politique, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, avec la business. Mais non, c'est comme tu as dit, c'est la raison pourquoi l'économie fleurisse, c'est grâce à la géopolitique. C'est un peu qu'est-ce qui se passe ici. Comment ça se fait qu'il y a l'inflation? Donc, tu peux remonter pour dire, OK, c'est à cause du gouvernement, à cause de cette décision. Donc, je pense que la politique nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans l'économie. Il y a des gens qui regardent seulement la politique pour pouvoir trader, pour pouvoir acheter des actions, vendre des actions. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, je ne veux pas parler de la politique », selon toi, quelle est la raison pourquoi ils disent cela? C'est une bonne question, à savoir quelle est la raison. Je les comprends absolument. D'abord, je veux le dire, là, je les comprends absolument, puis je tiens à apporter une grosse nuance. Je ne suis pas la politique, moi non plus. Je ne suis pas la politique intérieure. Les gens me posent des questions sur la politique intérieure, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe... Je vais le suivre lorsque ça a une implication internationale, lorsque ça développe le récit d'une certaine manière. 98%, si ce n'est pas plus, et je suis généreux, je me garde une réserve, de l'information qui nous est fournie n'est pas pertinente. C'est du bruit. C'est du filler. On remplit du temps, littéralement. Et ça vient de quelqu'un qui a fait beaucoup de médias, qui a fait beaucoup de radio, qui a fait beaucoup de télévision. La manière dont le format est construit, c'est qu'on se présente le matin. OK, Serrault, on a une émission de 30 minutes à booker tantôt. On sait d'avance qu'on a un 5 minutes de météo. Il reste 25. On sait qu'on a un 7 minutes de pause. Il nous reste 18. On sait qu'on a 4 à 5 minutes pour les grands titres. OK, on a 2 minutes pour l'international. On a 1 minute sur l'économie. That's it, terminé. Peut-être 3 minutes pour les sports. Donc, c'est comment on définit l'agenda du jour, comment on définit le cadre. Tout ça, c'est vraiment, on doit remplir nos segments. Le journalisme de profondeur, le journalisme d'investigation, c'est de plus en plus rare. Et naturellement, il y a aussi cette écœurite aiguë chez les gens, je crois, de ce discours, pas nécessairement partisan, mais militant, de tous les médias. Et c'est un profond malentendu de la part de quelqu'un qui a étudié en communication, journalisme. C'est quelque chose qu'on nous montrait à l'université et que j'étais déjà en profond désaccord. C'est un énorme malentendu entre les journalistes, l'industrie et le public, où les journalistes ont fini à croire, avec toute la bienveillance du monde et toute la bonne foi du monde. C'est pas animé par de la mauvaise foi, mais ils ont réellement fini à croire au plus profond d'eux-mêmes qu'ils ont un mandat pour interpréter l'information, que c'est leur rôle d'expliquer le dossier et de lui donner une couleur. Ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'industrie du journalisme. Et il y a eu diverses écoles de pensée à travers les décennies, à travers les siècles. Ce n'est pas nouveau le journalisme écrit, ce n'est pas nouveau le journalisme télévisé. Puis ces cycles-là, ces codes-là ont largement varié à travers les années. Et très longtemps, ce n'était pas acceptable de faire ça. Ce n'était pas acceptable d'interpréter l'information. On devait au contraire avoir un langage aussi neutre que possible, avoir des propos qui d'aucune manière attaquent un camp ou un autre avec une intention militante, politique, de toujours autant que possible s'en détacher. L'attitude qu'on essaie d'adopter, nous, de notre côté. Donc, si les gens en ont assez de la politique, je pense qu'ils en ont assez des codes de la politique. Plutôt que, c'est quoi la politique? C'est une discussion sur les affaires publiques. C'est ça de la politique. Maintenant, on peut intégrer le pouvoir, on peut intégrer l'argent, les ressources, l'État, la fiscalité, plein de trucs dans la politique. Mais au fond, c'est une discussion sur qu'est-ce qui devrait être. Qu'est-ce qui devrait ne pas être? Qu'est-ce qu'on doit régler? Qu'est-ce qu'on doit promouvoir? Cette discussion-là, il n'y a rien de problématique avec ça. On vit tous dans le même monde. On veut le mieux pour nos enfants, pour notre famille. On veut le mieux pour notre fiancé. On veut s'assurer que nos proches aient de la sécurité, qu'ils soient en santé, qu'ils aient accès au bonheur. Ces trucs-là, c'est universel. Donc, si les gens en ont assez de la politique, j'ai l'impression qu'ils en ont assez de comment la politique est pratiquée, ils en ont assez de comment ça leur est présenté, ils en ont assez de cette espèce de double discours, ils en ont assez des médias qui jouent un format avec lequel ils n'en ont plus rien à faire. Les gens en ont lavé de ce format, ce radio-canadien qui est éminemment inauthentique et qui n'offre rien additionnel à ce qu'on peut trouver sur
une agence de presse qui va nous rapporter 4 ou 5 lignes. Donc, je pense que quand on dit les gens en ont assez de la politique, ils n'en ont pas assez de la chose publique. Ils en ont assez de la manière dont on traite de la chose publique. Et c'est pourquoi, moi aussi, de mon côté, j'entends tellement souvent des gens qui me disent hey, « J'avais débarqué complètement. J'avais complètement débarqué et on a recommencé à regarder la géopolitique, on a recommencé la politique internationale en suivant tes trucs, en suivant la revue de presse, etc. Tu n'as pas idée comment ça me flatte. Parce que ça veut dire que c'est le plus beau des compliments. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai réussi à casser ces codes que moi-même je rejette et que je trouve nuisibles pour la production de l'information. Donc, à partir du moment où on décide d'avoir une discussion sur les affaires publiques, puis que je t'écoute, tu as le droit d'avoir tort. J'ai le droit d'avoir tort. On ne sera peut-être pas d'accord, mais je t'aime quand même. T'es mon frère quand même. Ça n'a rien à voir avec l'individu que t'es. Ça, j'ai de la misère avec ça, mon gars. Surtout à l'époque où on est en ce moment, où là, tu as Trump, tu as des dossiers, crise israélo-palestinienne, tu as des dossiers qui sont tellement polarisants où on en vient à rejeter le droit de l'autre à exister. Des gens qui parlent de la tentative d'assassinat contre Trump, il aurait dû le poigner. Ouais. C'est quoi ça? Si c'est pas rejeter le droit, la légitimité à l'existence. Tu as le droit d'exister en tant qu'option politique. C'est pas moi qui ai le monopole de la légitimité. Et là, on vient à présenter littéralement comme quoi tous les moyens sont bons pour battre son adversaire parce que sa position est dangereuse. Et donc, pour éviter le danger, écoutez, cet esprit-là, on sait où ça nous amène. Là. Ça amène à des endroits extrêmement sombres. Quand la fin justifie les moyens, c'est buter Malcolm X, c'est buter John F. Kennedy, c'est buter Robert Kennedy, c'est buter Martin Luther King en l'espace d'à peu près 10 ans, parce que justement, c'est ça le climat politique où l'autre n'a plus le droit d'exister. Où là, c'est un combat entre le noir et le blanc, il n'y a plus aucune des 50 nuances de gris entre les deux. Ça, les gens, je pense aussi, ne se reconnaissent pas là-dedans. Je présume, il y a cette assumption que si Trump serait tombé, il y aurait une guerre civile. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. C'est l'observation que je faisais aussi à ce moment-là, et ce qui est quelque chose un peu irresponsable, d'une certaine manière, à célébrer la tentative et à déplorer l'échec de la chose. C'est-à-dire, il aurait dû l'avoir, l'humanité s'en tirerait mieux. C'est tellement naïf, c'est intellectuellement embarrassant. D'abord, de penser que le Trumpisme ne survivra pas à Trump. Ensuite, de penser que cette énergie, justement, ce mouvement, ne le dépasse pas lui-même et que ce ne sera pas encore plus fort si jamais on en fait un martyr. Et finalement, de croire que le candidat le plus polarisant dans l'histoire des États-Unis, avec un certain nombre, on s'entend des millions de supporters qui sont tout à fait dédiés, n'entraînerait pas une déstabilisation de la société américaine dans l'éventualité d'un assassinat. Tu te souviens de George Floyd? Oui. God damn! Les États-Unis ont failli brûler, la côte ouest au complet a brûlé pour George Floyd. Et là, on se dit, ah, il aurait dû avoir... Vous êtes dangereux. J'ai pas d'autre mot. Vous êtes dangereux avec un grand D. Et il y a quelque chose d'un peu... Les gens n'aiment pas ça quand... I don't mind, I'll say it. Do it, let's go. Il y a quelque chose de pathologique là-dedans. Et ça, on le sent de plus en plus, où on déteste tellement l'autre camp, on déteste tellement l'adversaire, on déteste qu'il y a il y a carrément quelque chose, c'est médical, c'est le terme, il y a une réaction pathologique qui bloque les sentiments d'empathie. Les sentiments les plus humains, les plus rudimentaires de quelqu'un qui se fait mettre une balle dans la tête, les oreilles font partie de la tête, et que ta première réaction, c'est « il se les fait à lui-même ». C'est stagé. C'est quoi qui se passe, là? C'est que tu le détestes tellement de manière pathologique, comme je te parlais tantôt, de se retirer, ça devient possible. Ça devient que tes sentiments humains d'empathie vis-à-vis d'un autre, avec des enfants, avec une famille, avec que tu souhaites sa mort parce que tu penses que c'est le mieux. Ce qui nous amène aussi quand tu parles de politique. Le discours dégueulasse puis toxique, puis la rhétorique dans laquelle on vit. À un moment donné, c'est peut-être de ça aussi que les gens en ont assez. Quand on dit... Et maintenant, je parle d'impartialité, là, de faire ce genre de commentaires, les gens disent c'est un pro-Trump. Parce qu'on appelle à l'humanité. C'est ce qui est cocasse. Mais d'une manière, les mêmes qui parlent de
tentatives d'assassinat organisées contre Trump par lui-même sont les mêmes qui, quelques mois plus tôt, attaquaient tous ceux qui posaient des questions sur les mesures sanitaires, leur pertinence, sur Nord Stream, qui l'a fait sauter, sur écoutez, on parlait de... Ça me fait rire beaucoup aussi. On accusait les gens de QAnon d'être complètement fous. Puis ils avaient probablement raison. Probablement. Je ne suis pas particulièrement intéressé à la question, mais je vois absolument un parallèle entre les gens qui ont le réflexe de la conspiration instantanément parce que ça va contre leur agenda et d'autres qui ont fait exactement la même chose sur la droite. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a personne qui a le monopole de la connerie. Il n'y a personne qui a le monopole de l'invention. Mais Ben, je suis avec toi, mais la seule chose que je peux dire pourquoi on a cette impression de rapidement donner notre opinion comme c'est la conspiration, c'est qu'on a vu un peu ce qui s'est passé dans le passé avec John F. Kennedy, avec toute l'assassination, que finalement on a su que c'est... Absolument, et je suis prêt à entretenir beaucoup. Soyons très clairs. Ouais. Soyons très clairs là-dessus. Ouais. Puis je te garantis, ça, c'est pas mal certain, cette conversation-là va être segmentée sur TikTok à l'infini. Je le sens déjà. Là. Je suis tout à fait prêt à entretenir une conspiration dans laquelle quelqu'un aurait essayé d'abattre Donald Trump avec l'assistance soit d'une omission planifiée du service secret ou soit carrément d'une assistance directe. Et c'est pour ça que je trouve un peu intellectuellement embarrassant à la limite. La réaction initiale populaire, qui est d'aller vers Trump se l'est fait à lui-même. C'est-à-dire, si vous avez vraiment l'esprit conspirationniste, si vous avez vraiment un esprit complotiste et que vous voulez entretenir ce genre de possibilités, c'est vraiment la direction que vous choisissez quand on parle du candidat le plus détesté de l'histoire des États-Unis, un candidat à qui on dit qu'il faut arrêter par tous les moyens, un candidat pour qui, coûte que coûte, ne doit pas rentrer à la Maison-Blanche une deuxième fois, sans quoi ce sera la dernière élection. Un Hitler orange. La rhétorique qu'on met au-dessus de ça. Un gars qui te promet qu'il veut mettre fin à la guerre en Ukraine au jour 1 avec des milliards de dollars sur la table de tous les contracteurs de défense. Il y a de l'argent sur la table. Qui est parti en guerre contre le FBI. Qui raidait sa maison. Qui est parti en guerre contre la CIA. Qui ont essayé d'enlever du bulletin de vote, du suffrage, sur des bases légales, carrément de judiciariser sa candidature au point où tu n'aurais plus le droit de te présenter. On en est venu ensuite à essayer de venir avec des poursuites pour 500 millions. Carrément, là, on s'attaque à l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est considérant tout ça, est-ce que c'est vraiment si tiré par les cheveux d'imaginer que quelqu'un de tous ces ennemis-là aurait pu avoir un intérêt à... C'est une tentative d'assassinat dans le contexte où on était. Après un débat catastrophique de Joe Biden, une candidature caduque qui s'en allait vers le désastre. Et on pose une autre question, très curieuse. Et vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Moi, je ne veux pas pédaler dans l'eau pour rien. Est-ce que Joe Biden se retire si Trump ne survive pas à la tentative d'assassinat? C'est quand même ironique que tout de suite après cette tentative, Joe Biden, d'un coup, il se retire. Même si on enlève ce qui s'est passé, politiquement, est-ce que Joe Biden se serait retiré si Trump avait été tué dans la tentative d'assassinat? Absolument pas. Cette réponse-là, on peut en faire ce qu'on veut. Ce que ça détermine pour moi, c'est qu'il y avait absolument un intérêt du côté adverse à ce que ça se produise. Ça ne veut pas dire qu'on a été impliqué. Ça veut très certainement dire que suite à l'échec de ça et voyant le momentum politique incroyable qui était du côté de la campagne républicaine subséquemment, on est venu à un changement de calcul assez rapidement du côté démocrate. Il ne faut pas extraire, bien sûr, qu'il y avait déjà des pressions sur le président Biden. Ce n'est pas arrivé uniquement par la tentative d'assassinat. Ce que je veux dire à travers tout ça, puis je veux vraiment que ce soit clair, pour pas que les gens interprètent en couille, je ne vous dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je vous dis, si vous avez vraiment un esprit complotiste, je trouve ça intellectuellement embarrassant de s'en aller dans la direction les républicains se l'ont fait à eux-mêmes, plutôt que un des 1 million d'ennemis passionnés et paniqués de la campagne Trump aurait eu un intérêt à une tentative d'assassinat réussie.
je trouve juste ça un peu ironique. De dire, si vraiment on veut jouer du complot, si on veut jouer de la conspiration, let's go. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, adopter... Il nous faut partir d'un motif, d'abord. Quel serait le motif d'une campagne Trump de s'auto-pulvériser l'oreille dans une campagne où tu pulvérises déjà ton adversaire pour gagner plus de points? C'est embarrassant, là. C'est intellectuellement embarrassant. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a même pas de motif à partir duquel partir de ça. Et c'est là que je te dis, bon, quand on parle de politique, moi-même, là, je peux plus regarder aucune nouvelle, je peux plus regarder quoi que ce soit, je viens, écoute. Ouais. Tu dois regarder tu dois lire, tu dois regarder plusieurs articles pour faire ton opinion parce que chacun, ils ont leur opinion, leur côté, leur vérité à eux. Et ça devient difficile. Puis, parlons de... on va sortir de la politique plus tard parce que j'ai un autre sujet très passionné qui est le Venezuela, car un membre de la famille, en fait, ma fiancée est vénézuélienne, cubaine. Alors, on regarde beaucoup le Venezuela, qu'est-ce qui se passe actuellement, puis Maduro. Puis, comme tantôt, avant le podcast, je disais à quel point, moi, j'ai un ami, un de mes beaux amis très proches, on a des débats là, en ce moment, là, où on s'insulte. Ça devient émotionnel. Sur la question du Venezuela. Exact. Alors, lui, pro-Maduro. Il traite de colonialiste, capitaliste, puis tu le traites de communiste. Exactement. Pro-Maduro, c'est un Haïtien, donc Maduro, il a fait beaucoup de choses. Oui. Ça remonte à Chavez, qui a aussi aidé l'Haïti. Et aujourd'hui, bon, évidemment, il adore Maduro. Et peu importe ce qu'il fait, peu importe si que le pays part en couille, il dit, ben, c'est pas la faute à Maduro, c'est plus les États-Unis qui viennent mettre leur nez comme d'habitude. Et il dit que ben, tout était la faute des États-Unis. C'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est un gros débat. Donc, je veux savoir ton point de vue là-dedans, s'il vous plaît. Oui, sur le Venezuela. Oui. Écoute, comme dans n'importe quel enjeu géopolitique, on a un débat avec deux pôles, deux extrêmes, puis la vérité se trouve quelque part entre les deux sur le spectre. Est-ce que les États-Unis ont un rôle énorme, déterminant, dans la catastrophe humanitaire qui est devenue le Venezuela depuis l'arrivée de Chavez, notamment au tournant des années 90. Pour ma part, j'ai l'impression que les États-Unis ont eu une contribution, certainement, qu'ils ont accéléré un déclin qui se serait produit de toute manière. Ils ont senti du sang dans l'eau, puis ils ont agi en conséquence parce que le Venezuela est un intérêt stratégique des États-Unis. On peut y revenir tout à l'heure. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'il y a au Venezuela, en toute vraisemblance, un régime incompétent, non qualifié, qui abuse des ressources de l'État, qui a mené des politiques réformistes dès le début de son arrivée au pouvoir avec cette révolution bolivarienne qui ont été extrêmement nuisibles. Campagne de réorganisation de la société vénézuélienne, une espèce carrément de l'ingénierie sociale, où on essaie de réduire l'écart, où on essaie de reconstruire les infrastructures pour essayer de créer des nouvelles communautés, puis d'organiser ça sous les codes de la révolution bolivarienne. Maintenant, est-ce que cette révolution aurait réussi si ce n'était pas des nuisances constantes qui sont introduites par les Américains? On peut spéculer. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on n'a pas d'exemple ailleurs dans le monde d'un pays qui a mené une campagne on pourrait dire, on a tenté de recréer le communisme d'une certaine manière. C'était l'intention un peu de Chavez au moment où il est arrivé, c'était de recréer un État socialiste, d'inscrire cette social-démocratie, aussi cette démocratie directe à l'intérieur du Venezuela. En parenthèse, Ben, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la différence entre communisme, capitaliste, socialiste? Peux-tu faire un petit... Il y en a un que tu manges, il y en a un que tu ne manges pas. Aussi simple que ça. Je ne devrais pas parler comme ça. Non, écoutez, si on veut parler de communisme, c'est essentiellement que les ressources de l'État sont entièrement sous les mains de l'État. Les ressources individuelles n'existent à peu près pas. Le droit à la propriété intellectuelle individuelle n'existe à peu près pas. Souvent, la taxation est extrêmement élevée. Les gens vont parfois vont avoir une ration pour la nourriture au lieu de devoir l'acheter. Les taux de change. Mais là, encore une fois, quand on parle, c'est difficile de parler le communisme versus le vrai communisme n'a jamais vraiment été essayé. Dans sa formule totale et entière, n'a jamais vraiment été déployé. Un communisme où il n'existe, d'une certaine manière, on pourrait dire, aucune monnaie, aucune devise,
un communisme où tout le monde est égal aux yeux de l'État, ça n'a jamais vraiment existé. Même sur l'URSS, il y avait quand même des logiques de marché qui s'appliquaient. Il y avait quand même une portion de commerce extérieur qui était extrêmement importante. Le vrai communisme, d'abord, il faudrait le définir. Ce qu'on peut voir là-dessus, ben écoute, c'est l'opposé du capitalisme qui appelle à l'investissement individuel, au développement individuel, au droit individuel, au libéralisme et à tout ce qui vient avec, d'encourager le développement de l'individu d'abord avant la communauté. C'est d'une certaine manière de voir que l'individu compose la communauté. Et que si on veut améliorer l'ensemble, le collectif, il faut que chacun des individus puisse, eux, de leur côté, progresser, puis avoir une meilleure qualité de vie. Maintenant, encore là, c'est un débat qui est tellement philosophique, à savoir qu'est-ce que vraiment l'esprit du communisme. Est-ce que c'est nier ça ou est-ce que c'est tout simplement dire on a un autre moyen pour s'y rendre à cette qualité de vie beaucoup plus grande? Et de quoi c'est né, on s'entend, le communisme. Si on veut le voir comme ça, les premiers essais, vraiment, sont en Russie, qui devient rapidement l'URSS, dans la foulée de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ou durant cette période où là, on va développer les premières idées du communisme. Et ça naît d'une frustration, une énorme frustration et une colère, un ressentiment des classes populaires contre les élites. Où on voit qu'à un moment donné, mais ils contrôlent tout, ça n'a aucun sens. Ils contrôlent les loyers, ils contrôlent les ressources, ils contrôlent les mines, ils contrôlent le pétrole, ils contrôlent le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Et donc, cette frustration, ce ressentiment vient à créer une idéologie conséquente qui rejette tout ça et qui dit, vous savez, tous les hommes sont égaux. Et tous les hommes devraient avoir accès à un repas. Et tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde devrait avoir accès aux mêmes opportunités, si on veut, à l'intérieur de l'État. Pourquoi ça n'a jamais été appliqué? C'est, écoute, les exemples qu'on a, par exemple, comme l'URSS, c'était certains des États les plus corrompus qu'on n'a jamais vus. C'est des États qui ont été des échecs totaux. Et ça, c'est un énorme malentendu de l'histoire aussi, de croire que l'URSS a été, pendant quelque période que ce soit, un État viable, un projet viable. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Durant les années 40, 50, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la naissance, si on veut, de l'URSS qu'on connaît aujourd'hui, qui émerge comme une superpuissance après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la Russie de Staline, l'URSS, pardon, qui fait la guerre aux nazis et qui le fait avec une efficacité incroyable, mais aussi des coûts humains énormes, des pertes absolument inimaginables pour les Russes, qui sont tout à fait incomparables avec le tribut humain qui a été payé par les puissances occidentales, comme par exemple la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est incomparable. C'est un ordre de 20 pour 1. Donc maintenant, cette Russie, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, elle se met d'abord à se reconstruire, voyant qu'elle émerge de ce conflit mondial comme étant un des derniers qui est encore viable. On a la France sur le cul, on a le Royaume-Uni sur le cul, l'Italie sur le cul, l'Allemagne sur le cul, les États-Unis de l'autre côté. Ce sont à peu près les seuls qui sont en position pour rivaliser avec une puissance. Donc, on voit la naissance de l'Empire américain, paradoxalement, la montée de l'URSS qui essaie de compétitionner depuis le début. Et pendant les années 50, les Américains vont vraiment y croire. Littéralement. Vers la fin des années 50, les Américains sont terrifiés, convaincus que les Soviétiques sont plus avancés qu'eux parce qu'ils n'ont pas l'information. Il faut se remettre dans le contexte. On ne peut pas survoler l'Union soviétique. On n'a même pas encore le U-2, on n'a même pas encore les avions espions qu'on connaît au cours des années 60. Donc, les Américains s'en remettent à des ballons stratosphériques et d'autres méthodes archi-archaïques et du renseignement par action directe, infiltration, pour savoir ce qui se passe en Union soviétique. Et pendant ce temps, 1957, les Soviétiques envoient Sputnik, satellite soviétique, le premier, en fait, à circonnaviguer, à faire l'orbite de la Terre. Et à partir de ce moment-là, les Américains paniquent parce qu'ils se disent, mais là, ils viennent de mettre un satellite, ils peuvent mettre un missile. Ce qu'ils ont fait, c'est mettre une masse de plusieurs kilos dans l'espace. Ça pourrait être n'importe quoi. Ce que ça démontre aussi, c'est leur technologie, la fusiologie russe est beaucoup plus avancée que nous. Et donc, il y a cette panique vraiment au milieu des années 50 et vers la fin des années 50, début des années 60, où les Américains sont persuadés qu'ils sont en train de perdre. Ce qui motive naturellement une réponse viscérale où on va observer au cours des années 50, 60 aux Américains, aux États-Unis, ce qu'on appelle le Red Scare, la peur du communisme, où les gens sont terrifiés, on cherche les traîtres, on pense qu'ils sont partout. Et pendant ce temps-là,
les Soviétiques, sachant que les vols espions américains et les observations américaines sont limitées à certaines portions du territoire et que les Américains savent, par exemple, il y a une base aérienne à tel endroit, on va aller la survoler, puis on va avoir une idée de ce qui se passe là-bas. Les Russes voient ça aller, déplacent des bombardiers. Par exemple, le bombardier numéro 41, on le prend, on va le mettre ici, pour que les Américains le voient. Le lendemain, on va prendre le même numéro 41, on va le déplacer à une autre base militaire, puis on va l'appeler 46. Les Russes déplaçaient, par exemple, la centaine de bombardiers dont ils disposaient, les déplaçaient d'une base à l'autre pour que les Américains pensent qu'il y en avait beaucoup plus qu'il y en avait vraiment. Et on repeinturait les bombardiers pour faire croire aux Américains qu'on en avait 3 et 4 fois plus que ce qu'on avait vraiment. Et donc, les Américains, tout au long des années 50, 60, viennent à développer cette paranoïa qui est aussi caractérisée par ce qu'on appelle le bomber gap et le missile gap. Des termes qu'on développe justement vis-à-vis le déficit perçu face à l'URSS. On se dit, ils ont plus de missiles que nous, ils ont plus de bombardiers. What the f... Et les États-Unis paniquent. Donc, on assiste effectivement, bientôt dans l'histoire, 1960, 62, notre ami Kennedy arrive. Kennedy qui vient un peu dans une période absolument critique de l'histoire. On assiste à la crise des missiles à Cuba, où les Soviétiques installent des missiles nucléaires capables de frapper le continent américain à quelques 90 000 des côtes de la Floride. Donc les Américains paniquent. Et donc cette guerre froide atteint son paroxysme vraiment à ce moment, autour des années 60-70. Parce que lorsque se termine la crise des missiles, les Américains d'abord comprennent que wow, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut vraiment pas continuer comme ça. Avance rapide, on arrive à 1974. Jimmy Carter devient président des États-Unis avec une attitude pour la détente. C'est-à-dire, les amis, ça va être la guerre mondiale si ça continue. Il y avait vraiment cette peur, tout au long des années 50, 60, que la Troisième Guerre mondiale était non seulement imminente, inévitable. Que c'était une question de temps, on se pratiquait à se cacher dans des bunkers, etc. Donc, c'était l'esprit terrifié. Et on arrive durant les années 70, 80, avec cette détente graduelle, jusqu'à l'arrivée de Reagan. Et quand Reagan arrive, en 1980, ça coïncide, curieusement, avec le début de l'effondrement pour l'URSS. Un effondrement qui est caractérisé par un certain nombre de trucs qui exposent la vulnérabilité de l'URSS et sa faiblesse et sa précarité depuis le début. D'abord, on s'entend, dans les années 60, le mur de Berlin. Kennedy le disait très bien. Le capitalisme n'est pas parfait, but we never had to build a wall to keep our people in. Ça, c'est absolument vrai. Le capitalisme a ses fautes, mais on n'a pas eu besoin de construire un mur pour empêcher le monde de se sauver. Le communisme, c'était le cas. Le mur de Berlin, c'était ça. Donc, arrivent les années 80, on a déjà une idée que l'URSS n'est pas capable de suivre le rythme, n'est pas capable de suivre la cadence. Qu'il y a cette espèce de mauvaise pièce de théâtre qui est jouée par le leadership soviétique pour essayer de faire croire à cette puissance qui n'est pas vraiment. Depuis les années 80, c'est aussi bien sûr, bon, comme je vous le disais, l'arrivée de Reagan, qui, un de ses premiers gestes, affirme qu'il faut ranimer, si on veut, l'opposition à l'URSS, que c'est la responsabilité des États-Unis d'être le porte-parole du monde libre, de porter cette cause qui est celle de la démocratie, de la liberté. On pourrait voir, bon, maintenant, tous les paramètres traditionnels géopolitiques qui viennent avec ça, les intérêts des Américains. Mais le fait est que lorsque Reagan arrive, il relance la guerre froide de plus belle. Et presque immédiatement, l'URSS commence à s'effondrer. Parce que, pendant que les États-Unis, eux, de leur côté, se mettent à investir 3, 4, 5 6 dans du PIB, dans la défense, les Russes essaient de faire, en termes de chiffres, en termes de contribution, la même chose. Ils ne sont pas capables. Pour eux, ça consomme des dépenses absolument ridicules, cette course aux armements. Et les Américains le savent, que la puissance économique américaine est telle que s'ils font juste, par exemple, moi j'achète pour 1 million d'armes, je sais que tu ne seras pas capable. Et si tu le fais, ça va consommer 60% de ton budget. Donc cette course aux armements qui a été initiée par les Américains absolument et délibérément au début des années 80, en étant en toute connaissance de cause, que ça briserait les roues du modèle soviétique. On se lance dans une course à l'armement, on lance le projet Star Wars, où on veut placer des armes nucléaires et des systèmes de défense avec laser dans l'espace pour bloquer les missiles soviétiques. Les Américains tombent vraiment dans une espèce de lubie, une espèce de psychose qui dure à peu près 10 ans, tout le long des années 80, et c'est ce qui bat l'URSS. Alors qu'en même temps, que vont faire les Américains? Parler avec les copains de l'OPEC au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et tous les gentils amis, et organiser une inondation
totale du marché de l'énergie avec du pétrole de partout dans le monde. Le Canada aussi, incidemment, qui se met à produire du pétrole fin des années 70, début 80, le Mexique, la Norvège, plein de producteurs comme ça qui se mettent à rejoindre le pool. Résultat, le prix du pétrole s'effondre. Crise totale. On n'a jamais vu ça depuis les années 70. Les prix du pétrole étaient extrêmement élevés. On avait eu ces crises d'approvisionnement, les crises de l'énergie au monde arabe qui avaient boycotté les États-Unis à cause de leur appui à Israël. Lorsqu'il y avait eu la guerre à Israël, les Américains et quelques autres pays s'étaient rangés avec Israël. Les Arabes, en réponse, ont dit « Ouais, on ne vous vend plus de pétrole. » Les prix du pétrole, toutes les années 70, étaient au plafond. Donc, quand ils s'effondrent, parce qu'on inonde le marché, l'URSS tombe avec. L'URSS, ce qu'on constate à la fin des années 80, c'est que c'était une énorme raffinerie à ciel ouvert qui produisait du pétrole et du gaz et des surtout du pétrole, bon marché pour l'Europe, pour ses propres satellites soviétiques, mais qui, au fond, fondamentalement, n'avait pas d'économie. L'économie soviétique, c'était l'exportation des ressources, c'était l'extraction de tout ce qu'il y avait dans le sous-sol soviétique à travers une main-d'œuvre qui était misérable, qui vivait dans des conditions absolument impensables, un réseau de millions de prisonniers qui travaillaient là-dedans à travers les goulags. Beaucoup de l'infrastructure soviétique a été construite de cette manière. Donc, ce qu'on constate dès que les prix de l'énergie se mettent à baisser, c'est « wow, it was all fake ». L'URSS n'a jamais été un État viable, n'a jamais été fonctionnel. Depuis le début, ils ont essayé de maquiller ça et de le cacher au reste du monde jusqu'à ce que ça devienne impossible. Et en fait, à partir des années 75-80, on a déjà des témoignages depuis l'URSS où les dirigeants étaient tous au courant. Ils savaient que c'était fini, ils savaient qu'ils étaient en train d'acheter du temps, que le système ne fonctionnait pas et que c'était inévitable, ça allait s'effondrer éventuellement. C'était de voir quand est-ce. Ça finit par s'effondrer. Ben écoute, à partir des années 80, 85, justement, devant l'effondrement de l'économie russe, le gouvernement soviétique sent la pression et se met à introduire ce qu'on appelle le glasnost, notamment, qui était une libéralisation de la société soviétique. C'est un peu de dire, regarde, un peu une reconnaissance de l'état de fait que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché, on a essayé de fermer tous les médias, on a essayé de tenir la société comme ça, et ça l'étouffe. Donc, on arrive et on parle ouvertement d'une libéralisation. On dit, on va être moins sévère avec vous. Vous avez le droit maintenant de critiquer le gouvernement. Vous avez le droit maintenant de manifester. Vous avez le droit maintenant d'écouter de la musique occidentale. C'était vraiment une libéralisation parce que tout est en train de craquer. Et paradoxalement, cette libéralisation-là est probablement ce qui aura contribué ou sinon accéléré considérablement l'effondrement de l'URSS parce que les gens voient c'est scam. Et là, soudainement, les gens peuvent s'en parler. Et tranquillement, les gens commencent à fuir le pays. Et on voit l'effondrement, paradoxalement, parallèlement, d'ailleurs, avec la guerre en Afghanistan. Tout ce temps, les Soviétiques sont en Afghanistan et se ruinent dans un conflit où, géopolitique, ils se battent contre les Moudjahidines, qui sont financés par la CIA américaine. Qui sait très bien. Oui, j'ai entendu. Qui sait très bien que les Soviétiques sont en train de se péter la gueule. Et donc, ils se disent, attends un peu, lui, il a un hélicoptère MiG à 25 millions. Moi, je vais te donner un missile Stinger à 25 000 $. Shoot it. Et donc, on vient de créer cette guerre d'attrition et cette espèce c'est carrément un impact disproportionné pour une contribution minime, où les Américains sont capables de fournir quelques missiles. On appelle ça des MANPAD. Maintenant, ce sont des unités qui sont donc des missiles qui sont lancés depuis la Terre par un soldat régulier. Carrément, on prend un petit missile, on se le met par-dessus l'épaule, hélicoptère, boum, on l'abat. Et les Soviétiques se mettent à perdre leur flotte à une vitesse inimaginable. Les pertes n'ont aucun sens. Et c'est comme ça qu'ils abandonnent, qu'ils quittent l'Afghanistan, la queue entre les jambes. Donc, c'est ce que je veux dire par les Américains, à partir de 1980, ont battu les Soviétiques. Ils les ont battus. Et probablement que ça n'aurait jamais fonctionné de toute manière. Donc voilà, maintenant pour ce qui est du communisme plus généralement. On l'a essayé au Venezuela, pour revenir à ta question. L'intention au départ, c'était ça. C'était un peu un ressentiment. Il faut se remettre dans le contexte aussi du Venezuela. Là-dessus, l'histoire est toujours très importante. Parce que sans ça, on regarde les gens et on les méprise. On regarde les peuples et on se dit, bande de cons, qu'est-ce que vous avez fait?
Vous vous êtes auto-poignardé. Il y a un mépris qui vient avec la méconnaissance de l'histoire. Parce qu'il y a une perspective nécessaire. Il faut se remettre dans le contexte aux années, encore une fois, 50, 60. Le Venezuela est une démocratie dictatoriale. Démocratie, dictatoriale, ça passe de coup d'État à retour à la démocratie. Et l'influence américaine est extrêmement forte. Et un peu comme on le voyait à Cuba, ceux qui dominent la sphère économique, ceux qui extraient toutes les ressources du pays, c'est les Américains, les entreprises américaines. Donc, arrive éventuellement une situation dans laquelle le pays est tout simplement désaffranchi, n'a plus d'argent, se retrouve dans une situation de plus en plus difficile et on recherche, d'une certaine manière, à sortir de là. Et le cadeau du ciel se présente au cours des années 70. Je te parlais tout à l'heure, je te dis, l'histoire se connecte toujours. Les crises d'énergie au Moyen-Orient, lorsque les Américains appuient Israël, tout le monde est en colère contre les Américains, contre quelques Européens. Donc, on se met à boycotter le pétrole, la vente de pétrole à ces pays. Les prix explosent, c'est une crise mondiale. C'est là qu'on voit justement l'introduction des normes d'efficacité pour les moteurs, des limites de vitesse, etc. Tout ça, ça a été inventé entre 71 et 75, devant l'état catastrophique du marché de l'énergie, où on réalisait « Oh mon Dieu, on peut plus être aussi dépendant du pétrole. » Ça a vraiment été un moment incroyable. Mais donc, il faut que tu te mettes en tête, le Venezuela, à ce moment-là, produit énormément de pétrole pour à peu près rien. Ça valait rien avant les crises du pétrole. Ça valait absolument rien, l'énergie. Quand les crises d'énergie surviennent, le prix du pétrole explose. Du jour au lendemain, le Venezuela devient archi-riche. Du jour au lendemain, l'argent tombe du ciel parce que le prix du baril de pétrole vient d'exploser de x15, x10. Alors donc, le premier geste du Venezuela à ce moment-là, c'est de dire, écoute, on va privatiser on va nationaliser notre compagnie pétrolière. Une compagnie pétrolière qui fait des revenus absolument incroyables en ce moment. On va la racheter au nom de l'État et ça va devenir un peu comme Hydro-Québec, une propriété de l'État qui nous versera des revenus. Maintenant, tu vois un peu venir l'histoire quand je te dis tout se recoupe. Arrivent les années 80, le prix du pétrole s'effondre. Le Venezuela, comme les Soviétiques, qui sont un bon allié aussi, on s'entend un peu moins à cette période-là, mais on vit la même expérience que l'URSS, où le prix du pétrole s'effondre, le pays n'a plus d'argent. La réaction, c'est quoi? Première réaction, de manière hilarante, c'est de reprivatiser la Compagnie nationale de pétrole. De dire, écoutez, on l'a racheté pour, je ne sais pas, disons 10 milliards. On pourrait peut-être la revendre 13 ou 15 milliards. Et peut-être qu'on pourrait, comme ça, repayer notre dette, nos déficits énormes qui s'accumulent au Venezuela à mesure où la crise de l'énergie et que le pétrole ne vaut plus rien. Le Venezuela, son modèle ne fonctionne plus. Les gens ont faim, les gens sortent dans la rue, les gens sont fâchés, la qualité de vie descend rapidement. Ce qui donne naissance, tout ce temps-là, à notre ami Chavez, qui est chef du Parti communiste, et qui dit, vous voyez ce qui se passe en ce moment-là? C'est que les Américains nous volent. C'est que tout le monde essaie de nous... Et là, vous voulez privatiser la compagnie pétrolière? Qui, vous pensez, va racheter ça? Ça va être Exxon, ça va être Shell, ça va être les compagnies pétrolières américaines qui vont venir extraire nos ressources et qui vont profiter de notre vulnérabilité. Donc, Chavez essaie un coup d'État. Ça ne marche pas. Il essaie de renverser le gouvernement, de prendre le contrôle par la force. Ça ne fonctionne pas, on le met en prison. Quelques années plus tard seulement, il sort de prison, se présente aux élections présidentielles, 1998, si je me souviens bien, et gagne. C'est pour ça que je te parle du contexte. Parce que quand on parle d'arrivée de Chavez, on se dit, mais espèce de peuple vénézuélien imbécile, vous êtes... Non, il faut se mettre dans le contexte d'un peuple qui avait vécu toute une situation avant ça. Et là, on voyait la compagnie, le plus gros asset d'une manière, du gouvernement vénézuélien, en train d'être liquidé aux intérêts américains pour rembourser notre déficit systématique qui a été créé par un gouvernement qu'on voit comme étant affilié avec les États-Unis. Donc, pour plusieurs, on se dit, mais bande de marionnettes, bande de... Donc, le discours de Chavez est extrêmement populaire, du communisme et de dire on va faire une révolution bolivarienne. Rendre l'argent au peuple, c'est pas aux élites de se profiter de tout ça, c'est à vous. Arrive Chavez, donc, et lance à partir de 1999 la révolution bolivarienne, qui est une tentative de transformer en État socialiste, communiste, le Venezuela, tentative qui ne fonctionnera jamais à cause, encore une fois, des mêmes putains de cycles qu'on mentionne depuis tout à l'heure. Où Chavez arrive, le pétrole décolle, my man! Le Venezuela passe de l'État le plus pauvre d'Amérique latine
au pays le plus riche à l'intérieur d'à peu près 15 ans. Parenthèse, ça n'a rien à voir avec Chavez. En fait, c'est l'économie du pétrole. L'économie du pétrole, beaucoup exact. On s'entend tout ce temps-là. Ça tombe bien que Chavez prend le contrôle. Exact. Puis boum, l'économie part. C'est une circonstance. Là, on pense que on vient aussi au Venezuela, c'est ça, avoir un certain attachement vers le régime Chavez en se disant « mais ça va bien, la qualité de vie est meilleure depuis ce temps ». On ne fait pas nécessairement le calcul, c'est à cause des prix d'énergie qui sont à leur plus haut, qui subventionnent le niveau de vie du Venezuela. J'ai tellement hâte d'envoyer ça, mon ami. Donc, lorsqu'arrive maintenant 2012, 2013, ceux qui ont un ordinateur, téléphone autour d'eux, je vous invite à aller voir les prix du pétrole sur un graphique historique. C'est une représentation historique de ça. Regardez ce qui se passe en 2012, 2013. Une véritable catastrophe. Le prix du pétrole s'effondre totalement. Cette fois, c'est l'Europe qui ralentit, la Chine qui ralentit, les États-Unis qui ne sont jamais vraiment sortis de leur crise économique de 2008. Il y a un environnement mondial qui fait déprimer la demande considérablement. Parallèlement à ça, les Américains se mettent à produire du gaz de schiste. Ils inondent le marché de leur propre approvisionnement d'énergie. Et on voit la naissance d'une des tendances géopolitiques les plus conséquentielles des 500 dernières années, alors que les États-Unis passent d'importateurs de pétrole à exportateurs de pétrole. Et soudainement, tous les alliés américains qui étaient autrefois nécessaires pour l'approvisionnement et pour la stabilité de l'économie américaine deviennent soudainement des rivaux, des compétiteurs. Les États-Unis s'éloignent de l'Arabie saoudite, se retirent du Moyen-Orient. Tout ça est connecté. Pourquoi les États-Unis sortent du Moyen-Orient? Au même moment, Barack Obama annonce son fameux pivot vers le Pacifique. L'énergie n'est plus un enjeu pour les Américains à partir de cette période. Ce que ça génère, bien sûr, c'est donc, oui, une baisse du prix du pétrole partout dans le monde, un effondrement total. Chavez, presque simultanément, meurt d'un cancer très agressif dont il accuse les États-Unis de l'avoir infecté. Castro faisait pareil. Il y avait toujours cette spéculation comme quoi est-ce que les Américains étaient capables de transmettre le cancer. Il relevait que tous les chefs d'extrême gauche en Amérique latine avaient été tombés d'un cancer. Cette accusation-là était sérieuse de la part de Chavez. C'était vraiment un sous-entendu très sérieux, comme quoi les Américains l'avaient infecté du cancer. Lorsqu'il décède, le pays est déjà dans la merde, soyons clairs. Là. Les prix du pétrole sont effondrés, c'est n'importe quoi. On voit déjà que là, les déficits vont se... Et donc arrive Maduro, le vice-président de Chavez, qui a été avec lui son dauphin pendant de longues années et qui est désigné par Chavez donc pour prendre sa place. Maduro arrive avec un pays qui est déjà effondré. Une relation avec les États-Unis qui est déjà catastrophique. Et il faut le comprendre, le Venezuela a les plus grosses réserves de pétrole connues au monde. Ça a de la valeur, ça. Et les Américains ont développé autour des années 1910, en période de la Première Guerre mondiale environ, ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, ce qu'elle sous-tend, c'est que toute l'Amérique au complet, l'hémisphère américain, appartient à l'influence américaine. L'Amérique centrale, Cuba, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, jusqu'au pôle, ce sont des zones exclusives d'influence américaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre qui a le droit d'aller là. C'est ça la doctrine américaine. C'est-à-dire, par exemple, la France, pendant des années, c'est elle qui contrôlait le nord de l'Afrique, le Maghreb, le Sahel. C'était une sphère d'influence exclusive ou quasi exclusive de la France. Et c'était un fait accepté. Tout le monde accepte ça. Les Russes l'acceptent. Tout le monde. C'est très récent que cet État-là est contesté. Donc, les Américains avaient la même position pour l'Amérique. À dire, regarde, l'Europe, là, faites-vous la guerre, là, mais qu'on n'envoie pas un venir déstabiliser un gouvernement en Amérique latine, parce que ça, c'est chez nous. Là. On considère le continent au complet comme chez nous, incluant le Venezuela. Alors donc, ce Venezuela, qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, qui était contrôlé par les Américains, sous l'égide de la doctrine Monroe, et qui décide soudainement que, ouais, alors finalement, on est communiste, on va se rapprocher de l'URSS, on va se rapprocher de Cuba, se rapprocher de l'Iran, du Nicaragua, de tous tes ennemis, de la Corée du Nord, et en échange, ben, on va aussi reprendre notre pétrole, tu y as plus accès, c'est nous maintenant. Fait que oui, bien sûr, les Américains ont eu toujours un intérêt géostratégique très clair et flagrant
à se débarrasser de ce gouvernement communiste. C'est quoi la première affaire qui va arriver? Ce gouvernement-là est cassé, les gens sont dans la merde. Il y a au-dessus de 20% de la population a quitté le pays dans une crise de réfugiés pratiquement sans précédent. 800 000 sont entrés aux États-Unis, au-dessus de 300 000 juste en Floride. C'est qu'il y a une vraie catastrophe qui se passe au Venezuela. Et c'est quoi la première chose que ferait un gouvernement qui ne serait pas communiste? Et qui serait probablement, on le sent dans les derniers cycles électoraux au Venezuela, appuyé par les États-Unis. Que ce soit Guaido, que ce soit l'opposition actuelle. On a toujours essayé de trouver un remplaçant à Maduro. Qu'est-ce qu'il ferait? Écoute, si tu as des dettes à pu en finir, que tes créditeurs te courent dessus et que ta maison vaut 25 millions, figurativement parlant, la maison, c'est la compagnie pétrolière. C'est quoi tu fais? Tu vends ta maison, tu liquides, tu paies tes et tu règles le problème. C'est écrit dans le ciel, pour tout le monde, très au courant, que le jour où le régime chaviste, Maduro, sort du Venezuela, les ressources pétrolières vénézuéliennes sont américaines. Il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est déjà accepté. C'est en fait un objectif quasi affiché du gouvernement américain. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a dit ouvertement, en entrevue, « Oh oui, on a essayé de le renverser, Maduro. C'est pas aussi facile que vous pensez. » Là. Il se vantait, justement, en 2017, quand Trump est arrivé, le premier geste qu'on a posé, on a formé un gouvernement fantoche. On a inventé un gouvernement au Venezuela. Il n'a pas été élu, il n'y a pas eu une élection dans laquelle il a compétitionné. Non, 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 non. C'est comme si on disait, Justin Trudeau n'est plus légitime au Canada. C'est toi maintenant le premier ministre du Canada. Guaido était le président de l'Assemblée nationale. C'était pas un ministre, c'était pas un député. C'était comme une figure plus honorifique qu'on a transformée en président légitime du Venezuela. Personne qui a embarqué là-dedans. On a essayé ça pendant, mon homme, 4-5 ans, là, qu'on a essayé de faire croire au monde entier puis d'embarquer tout le monde dans notre mauvaise pièce de théâtre. On a donné les réserves étrangères du Venezuela à Guaido, à Juan Guaido, le président qu'on a reconnu. Alors que la population vénézuélienne disait comme c'est pas lui le président, c'est quoi cette histoire? L'armée le reconnaît. Personne ne le reconnaissait à part le gouvernement américain. Jusqu'à quoi? Tu veux comprendre les intérêts? 2022. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. La merde prend sur les marchés de l'énergie. Et là, les Américains, justement, eux, les élections s'en viennent, les élections partielles, etc. Et aussi, électoral, politiquement parlant, c'est pas payant d'avoir un prix de l'essence qui est trop élevé. Donc, Joe Biden et les Américains qui sont dans la merde. Parce que là, soudainement, le prix de l'économie mondiale s'en va vers... Tu te souviens, au début de la guerre en Ukraine, le marché de l'énergie est extrêmement volatile. Et donc, les Américains se mettent à chercher, retourner toutes les pierres autour d'eux pour trouver un peu de pétrole. Et là, on va voir l'Iran. L'Iran, merde. Ils demandaient, mettons qu'on lèverait les sanctions qu'on a sur ton pays depuis 15 ans. Pourrais-tu vendre un peu de pétrole sur le marché? On va voir la Chine. On va voir des États que normalement on n'adresserait jamais la parole, incluant le Venezuela. Chez qui on ne reconnaît même pas le gouvernement. On a inventé carrément un gouvernement alternatif avec qui on communique et qu'on fait comme si... On va s'asseoir avec Maduro et on lui dit, OK, on dissout le gouvernement fantoche, on te reconnaît, on lève les sanctions pétrolières, ramène du pétrole sur le marché. Deal. Et soudainement, les Américains sont redevenus amis avec Maduro, autour de 2022. Ça a duré combien de temps? 6 mois. 6 mois, le temps que les marchés de l'énergie se restabilisent, on a remis les sanctions. Tu comprends ce qui anime ce conflit-là? Tu comprends c'est quoi l'enjeu fondamental? C'est un contrôle du marché de l'énergie, c'est de s'assurer que tout le monde est capable. Puis aussi que c'est introduit le Venezuela dans ce pool. Qui n'est pas content? L'Arabie Saoudite, l'OPEC au complet, tous les autres producteurs de pétrole ne veulent rien savoir du Venezuela en mix. Produire du pétrole à bas marché avec une main-d'œuvre que tu payes à peu près pas, puis des réserves quasi infinies. Personne ne veut voir le Venezuela en mix. Donc, il faut, c'est ce que je veux dire, prendre une attitude satellitaire pour comprendre ces enjeux-là. Sans quoi, écoute, on est constamment dans la guerre psychologique, dans la désinformation, dans les nouvelles manipulées. Et si on recule un peu, on réalise, c'est ce qui se passe. Là. Voici ce qui se passe. Alors là, Maduro s'en va en élection.
Et nous, de notre côté, on décide qu'il a perdu. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Peut-être. Et là, on décide que c'est pas lui le président, que c'est son opposition, qui n'est pas légitime et qu'on traitera plus. On a déjà joué dans ce film-là. C'est ça que je veux dire. On a déjà joué dans ce film-là. Et c'est pour ça que je voulais expliquer un peu le contexte aux gens qui comprennent que, ouais, écoutez, si on en a autant contre le Venezuela, est-ce que c'est parce que le régime Maduro et chaviste est vraiment si catastrophique pour son peuple? Ou est-ce que c'est parce que nos intérêts géostratégiques commandent et exigent, prescrivent qu'on contrôle le Venezuela, on comme dans l'Occident? Pourquoi on est allié avec Sassou Nguesso au Congo? Pourquoi on est allié avec Paul Biya? Pourquoi on est allié avec... Pourquoi on tolère la famille royale marocaine? Pourquoi on tolère la famille royale saoudienne? Tout ça, c'est correct, ça. Ça, c'est démocratique. Mais là, il faut se débarrasser de Maduro parce qu'il n'est pas démocratique. Je demande, c'est ça, là, de, s'il vous plaît, sortir un peu la tête du sable et de voir le monde pour ce qu'il est. On n'est pas un trou de cul près. On collectionne les trous de cul comme alliés. On les collectionne. D'en avoir un de plus ou de moins, je vous garantis une chose, que si Maduro se met demain matin à vendre son pétrole aux Américains, à travers les entreprises américaines, qui donnent des permis d'extraction puis d'exploitation, je te garantis que Maduro va redevenir partie prenante du club des fréquentables. Wow! Merci d'abord pour le parcours. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que de mon côté, puis la famille vont vraiment apprécier. Puis j'ai très hâte de partager ça avec mon ami. Je pense qu'il a vraiment eu un cours aujourd'hui. Puis j'aimerais parler de l'Europe puis de ce qui se passe en Israël. Puis je pense qu'on va pas nécessairement rentrer dans l'entrepreneuriat si on le fait, Ben. Alors c'est sûr que je te réinvite ou même je viendrai à Québec pour pouvoir faire une entrevue avec toi. Et parce que tu vois, de un, tu fais quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire différent, car le journaliste, il n'y a pas d'argent. Right? Il n'y a pas beaucoup d'argent, à moins que tu travailles pour une entreprise connue qui est souvent subventionnée par le gouvernement. Donc, l'indépendance n'est pas là. Tu veux le faire, tu veux rester à tout prix indépendant. Alors, ça demande du courage, mais ça demande aussi être un entrepreneur stratégique, connaître un peu comment ça fonctionne, le monde des affaires. Right? Alors là, je te vois, après 7 mois, tu as ouvert un bureau. Félicitations pour cela au Québec. Super beau en passant. J'ai vu un peu toutes les vidéos là-dessus. Donc, comment tu vas rester indépendant? C'est la première chose. Right? C'est quoi moi, j'aime ça toujours voir 5 moves ahead. Ça vient de PBD, Patrick Bet-David, le livre Look 5 moves ahead. Donc, ton premier move, c'est le bureau. OK? Tout à fait indépendant. Comment tu comptes rester indépendant? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment tu vas rester loin des influences gouvernementales? Parce que plus tu grossis, plus tu vas avoir des gens qui vont vouloir s'associer avec toi ou ils veulent nécessairement ils veulent t'influencer d'une façon. Voici mes questions. I don't know, man. Love it. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je le sens, effectivement. Je sens qu'il y a un peu qu'il y a une tension sous-jacente qui va certainement finir par faire surface en ce qui a trait à justement la relation avec diverses institutions, divers gouvernements. Je peux m'y attendre. Maintenant, en premier temps, pour ce qui est de comment faire pour rester indépendant, c'est tout simplement de ne pas créer de lien de dépendance. L'indépendance, c'est vraiment un état dans lequel on se trouve actuellement, qu'on ne peut seulement que activement changer. Il faudrait qu'on introduise une dépendance pour cesser d'être indépendant. Fait que ça, de mon côté, j'imagine, c'est la première chose à surveiller, c'est d'éviter qu'il y ait quelques rapports de dépendance que ce soit avec un sponsor, avec un segment de revenus particulier, avec des ventes de boutiques, c'est un peu tout ça. C'est juste de s'assurer de ne pas introduire de paramètres qui vont subordonner tous les autres.
Maintenant, je ne peux pas te cacher. C'est sûr, c'est extrêmement difficile de construire une entreprise médiatique au moment où on est actuellement, dans un créneau, dans une niche qui est assez controversée, polarisante, qui n'est pas nécessairement la favorite des annonceurs, des partenaires corporatifs, etc. Fait que je ne peux pas te cacher que c'est un peu nager à contre-courant à cet égard-là. Pour ce qui est de rester loin, C'est peut-être l'appel du peuple, right? Parce qu'avec les outils que tu as actuellement, Ben, les outils qu'on a accès, par exemple, les revues de presse, un abonnement mensuel, des choses que dans le temps, c'est beaucoup plus utile. Tu dois techniquement inventer le système pour le faire. Aujourd'hui, ouais. YouTube le permet de faire. Alors ça, je suis abonné à toi. Puis pour les gens qui nous écoutent, guys, abonnez parce qu'il fait presque chaque jour, quoi. C'est gros, c'est ça. C'est le gros, je pense, de notre modèle. Puis c'est ce qui nous distingue beaucoup. C'est le financement participatif, qui est un volume majoritaire de nos revenus. Il y a un gros malentendu, une incompréhension aussi là-dessus. Les gens, des fois, vont présumer que le modèle d'affaires est largement basé sur les revenus YouTube, sur les apports que YouTube vont nous apporter en termes de... les revenus que YouTube vont nous apporter en matière de visionnement, placement d'annonces, etc. Puis que si on fait une vidéo avec 500-600 000 visionnements, on fait des milliers de dollars avec ça. D'abord, c'est pas vrai du tout. C'est vraiment pas vrai. Ça dépend, ça varie énormément d'une chaîne à l'autre. Le CPM qu'on appelle, donc le coût par mille, ce qui est compensé aux créateurs, ça dépend d'un nombre de paramètres qui n'est pas dans le contrôle de YouTube. C'est vraiment la désirabilité vis-à-vis des annonceurs. Donc, nous, de notre côté, je peux déjà te le dire, allez regarder beaucoup de nos vidéos récentes. Vous allez constater qu'elles sont déjà démonétisées, pas par YouTube, par nous-mêmes. On choisit littéralement de laisser de l'argent sur la table pour protéger l'expérience de visionnement des gens, en sachant qu'on soumet un document d'environ 45-50 minutes, qui est extrêmement dense, qui est extrêmement complexe, qui demande d'être concentré, d'avoir une pleine attention. C'est la moindre des choses, pour moi, c'est de ne pas interrompre ça avec 15 à 20 publicités tout au long de la diffusion. Donc, on sait, par exemple, disons un chiffre, je ne sais pas, sur un documentaire qui nous ferait un 400-500 000 visionnements, 1 million de visionnements. Si on voit que YouTube est pour nous donner, je ne sais pas, 1 000 $, commercialement parlant, c'est gagnant de le laisser sur la table, de démonétiser la vidéo, d'améliorer l'expérience de visionnement d'1 million de personnes qui, eux, ensuite vont revenir et se dire « Wow, j'ai pas vu l'heure passer. C'était donc bien bon. C'est donc bien cool. » Ça, des fois, les gens s'en rendent même pas compte. Mais déjà, on a retiré YouTube de notre processus de monétisation à beaucoup d'égards. Ça enlève déjà une première pression, celle d'avoir à performer, celle d'avoir à livrer des visionnements. C'est pas important pour nous. C'est même pas une métrique dans notre calcul. On vient vraiment dans les deux autres métriques à dire on doit avoir un taux d'engagement qui est élevé. Et pour ça, pour que notre sponsor soit satisfait et pour aller chercher toujours des nouveaux contributeurs, des gens qui croient au projet, qui veulent le voir avancer puis qui se disent, ben voyons, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Ça, c'est vraiment la grosse source de revenus et c'est là-dessus qu'on base beaucoup de notre croissance. Maintenant, là où on en vient avec les visionnements, là où ça a une certaine importance, c'est vis-à-vis des sponsors, effectivement. Si jamais on produit une vidéo qui a 1 million de visionnements versus une vidéo qui a 250 000, le sponsor paie le même tarif. C'est plus le sponsor qui assume le risque que nous, mais c'est aussi lui qui récupère le bénéfice si jamais ça sort bien. Ce que ça implique, c'est que à mesure où notre moyenne de visionnement augmente, on est en mesure d'augmenter nos tarifs considérablement, puis de suivre cette croissance-là. Donc, tout ça pour dire comment rester loin des influences, c'est que si on fait juste projeter notre modèle qui est viable en ce moment, qui fonctionne bien en ce moment et qui est rentable en ce moment, puis qu'on se dit, ben, si tous les paramètres continuent à pointer vers le haut, le nombre de contributeurs, le nombre de productions, les sponsors, ce qu'ils sont prêts à offrir comme contrepartie, si tu mets tout ça ensemble, tu le pointilles pendant 2, 3, 4, 5 ans, moi, ce que je vois, c'est que notre modèle est sustainable, qui est durable, que les variables qui l'alimentent vont progresser au même rythme que nos besoins en ressources, en capital, etc. Donc là-dessus, c'est ça. Je ne vois pas de besoin de reconfigurer notre modèle d'affaires, si on veut. Oui. Puis j'ai plein d'idées pour toi. Si jamais tu as envie de les entendre, ça me fait plaisir.
La seule idée que j'ai, en fait, qui me sort de la tête, c'est les podcasts aujourd'hui. On le fait comme ça, mais on peut amener un public devant, comme un peu comme PBD, encore une fois. Absolument, oui. Et puis demander l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir. Ça devient une expérience, puis ça permet à la communauté de rassembler également ta communauté. Donc, ça, c'est des idées comme ça que puis, viennent en tête. Là, pour ce qui est de monétisation, là, le financement participatif, moi, à mon avis, c'est l'avenir. C'est ce qui va révolutionner l'industrie du journalisme. Vois-tu, je parlais hier avec un journaliste de guerre qui s'est rendu en Ukraine pendant 3 semaines et qui a couvert le conflit sur le terrain. Et un des premiers points qu'il m'évoquait, c'était la difficulté énorme de financer un travail de la sorte, un voyage de la sorte qui coûte à peu près rien. Dans notre cadre de référence, on parle d'aller en Ukraine, qui est essentiellement un pays du tiers-monde, économiquement parlant. Ça ne coûte pas grand-chose. Coucher, se nourrir, se déplacer, on a eu une discussion là-dessus, mais c'est quand même pratiquement impossible dans le modèle de journalisme actuel de faire ça de manière indépendante. Moi, ce que je voyais et ce que j'entends, c'est possible pour nous. Ce serait vraiment possible pour nous d'envoyer des gens à l'extérieur parce qu'on a ce soutien participatif indépendamment de qu'est-ce qu'on produit, de qu'est-ce qu'on livre d'une semaine à l'autre et de quel format. Il y a une flexibilité qui est totalement différente. Et ça, à terme, c'est la destination de 7 jours sur Terre, en fait. Longtemps, on me demandait, c'est quoi ton rêve avec ça? Quand j'avais 20 ans, mon rêve, c'était de m'établir, d'en vivre, d'avoir une belle équipe avec qui travailler, d'avoir un studio au top et d'aimer ce que je fais vraiment. Ça, je l'ai atteint. Puis ça me remplit d'un bonheur profond. Quand on dit, Carl Jung, je pense, disait, le vrai bonheur, c'est devenir qui on est vraiment. Maintenant, la prochaine étape, si tu me demandes c'est quoi mon rêve maintenant que celui-là, ce serait d'être 7 jours sur Terre, de devenir qui je suis vraiment, puis d'aller sur le terrain, d'aller à l'international, d'aller au Congo, puis au Venezuela, puis d'essayer justement de gagner la perspective nécessaire pour le faire dans un environnement où il y a de la place pour du journalisme de terrain, mais il n'y a pas de mécanisme. Nous, on a le mécanisme, puis moi, ça me tente. Donc, écoute, c'est clair que ça, c'est une étape qui va venir éventuellement d'envoyer des gens sur le terrain, d'avoir du reportage directement avec du journalisme de guerre, avec du journalisme d'investigation, avec du journalisme de terrain. Vraiment intéressant, Ben. Puis, tu sais, tout entrepreneur doit toujours travailler sur lui-même avant de commencer une business. S'il voit que sa business évolue, c'est parce que lui, il s'est évolué avec le temps. Et si tu te poses la question à 22 ans, tu es jeune, tu as 28, tu es même plus jeune que moi, à 22, 21, quand tu as commencé dans ce monde, évidemment, si je parle avec ce Ben, puis je parle avec le Ben d'aujourd'hui, complètement de différentes personnes, parce que tu as beaucoup appris avec les obstacles, les progrès que tu as eus. Donc, ton mindset a beaucoup changé. Right? Ouais. T'approuves? Alors, j'ai ce dicton que je pense que c'est moi qui est venu avec. La personne que tu es aujourd'hui, tu mérites ce que tu as aujourd'hui. La personne que tu vas donner demain, c'est grâce à ta progression. Right? Et si tu veux faire $1 million, c'est parce que ta mentalité est différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu fais 500 000, c'est parce que you're worth 500 000. Your mindset is worth 500 000. Alors, comment que tu travailles sur ton développement développement? Est-ce que ton développement personnel, est-ce que tu écoutes des livres? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Je sais que tu es un fan aussi de PBD, donc des gars comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir grandir au niveau de ton mindset? La théorie unifiée du bonheur, c'est Eugène. La théorie unifiée du bonheur. Je pourrais en parler des heures. On est chanceux. On est chanceux comme ça n'a aucun sens. Chanceux que c'en est suspect. De vivre dans la meilleure époque de l'histoire de l'humanité, la plus prospère, la plus sécuritaire. De vivre dans un des pays les plus riches, de vivre entouré de gens qui nous aiment, à faire ce qu'on aime. Puis en regardant par en arrière, moi, ce que je constate,
c'est la suite de circonstances, de hasards, de contextes étranges, puis de concours de conditions qui ont amené à ça, qui m'ont amené où je suis là. La chance inouïe qui devient suspecte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Absolument. Pourquoi? Moi, j'y crois pas encore, ça. Quand je dis comme mon développement personnel, quand j'avais 22 ans, j'y croyais pas. À 23, j'y croyais pas. À 24, j'y croyais pas. À 26, j'y croyais pas. À 27, j'y croyais pas. À 28, j'y crois pas encore. La différence, c'est qu'autour de 26-27, j'ai commencé à montrer de la gratitude pour ça. Parce que les circonstances, les cadeaux que la vie t'envoie, les discussions qu'on va avoir tantôt, puis peut-être qu'on va devenir des amis pour le reste de notre vie, à cause d'un coup de chance. J'en suis venu à les voir comme plus que de la chance. Qui avait une forme, pas de destinée, mais de chemin qui est tracé et qu'on peut prendre, si on en prend la décision, si on décide. Puis j'ai pas le choix, en toute humilité, parce que ça fait partie, à mon avis, de la gratitude puis de l'humilité, de reconnaître que ça peut pas tout être moi. Ça peut pas tout être moi. Moi, j'ai fait mon possible. Je suis pas parfait. Je fais des grosses erreurs. Puis il y a quand même quelque chose, quelque part, qui m'aime assez pour ça. Qui m'aime assez pour tout ça. Maintenant, c'est ça. On l'a nommé différemment à travers toutes les cultures. Des concepts universels sur lesquels on est tous d'accord. Le karma. L'univers qui envoie des messages, qui envoie des signes, qui parle si on accepte de l'entendre. Fait qu'on va dire la vie m'a amené à tel endroit, l'univers m'a offert telle chose, le ciel. Moi, je ne suis pas religieux, c'est Jeanne. Je n'ai pas grandi là-dedans. Au contraire. Mais j'en suis venu, dans les 2 dernières années, à avoir la gratitude, ou plutôt à ne pas avoir l'ingratitude de ne pas le nommer. À dire l'univers, c'est le ciel, c'est la vie là, hein, qui nous a fait nous. C'est la vie qui a fait que je suis tombé exactement sur la personne que je. Hier, quand je fais l'entretien avec un journaliste de guerre qui vient au bureau, une journée avant, je pourrais te montrer mon historique. Je cherchais à qui parler dans le réseau universitaire pour faire venir des stagiaires à 7 jours sur Terre de journalisme. L'invité arrive, il me dit, je commence à parler avec lui. Tu sais, je suis aussi professeur à l'Université Laval. Hein? Ouais, ah oui, c'est moi qui gère l'assignation des stages en journalisme. Fait que je peux dire c'est l'univers, je peux dire c'est la vie qui m'envoie un cadeau, mais il y a une ingratitude fondamentale là-dedans à ne pas accepter de le nommer. Que peu importe que ce soit, c'est quoi la vie? C'est quoi l'univers? Moi, longtemps, je disais on vit dans une simulation. C'est ça ma théorie. C'est la seule manière qui explique justement, qui peut réconcilier cette espèce d'effet de destinée et le libre arbitre. C'est la seule chose qui peut réconcilier que tu as effectivement des circonstances, des conditions qui sont placées devant toi, qui sont d'une certaine manière une forme de test, mais que tu as quand même l'agence, la liberté, l'individualité de décider si tu le réussis ou pas. C'est la seule chose qui pouvait réconcilier les deux dans ma tête, c'est une forme de loi algorithmique, une forme de système de récompense pour le bien ou le mal, une forme de... Puis j'en viens maintenant à me dire, écoute, s'il y a quelqu'un qui l'a organisé, ce système-là, puis cette simulation-là, puis je sais, le gars, je suis ingrat de ne pas le nommer. Dieu, man. God. Say his name. Say his name. Puis ça, je te dis, pourquoi je ne le disais pas? Parce que je ne suis pas religieux. Parce que je ne suis pas religieux. Je ne l'ai pas rencontré, c'est où? Fait que je l'ai appelé la vie, l'univers, le ciel, je l'ai appelé de 25 000 manières. Je ne l'ai jamais nommé avant, parce qu'il y a un stigma social et une sanction sociale énorme à parler de religion, puis parce qu'on l'associe à l'institution. Moi, je ne le sais pas. C'est-tu le Dieu? Es-tu musulman? Es-tu chrétien? Es-tu bouddhiste? Ce que je peux te dire, c'est que les concepts dont je te parle depuis tantôt sont universels à travers les cultures, à travers l'histoire. Le karma, l'énergie,
le yin, le yang, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, tous les prophètes ont le même message. Les valeurs, les principes. Aimez-vous les uns les autres. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui est là pour vous, qui vous guide si vous acceptez seulement de l'entendre puis de le voir. Puis quand tu fais un cadeau à quelqu'un, Céro, je suis sûr que tu as déjà fait ça, un gros cadeau, que tu aides quelqu'un, puis qui n'est pas reconnaissant. Il ne vaut même pas que c'est toi qui l'as aidé. Il fait comme si il n'est jamais content, il en veut encore plus, puis il en veut encore... Puis là, moi, je me dis, j'ai cette vie-là à faire ce que je veux, avec une famille que j'aime, avec des gens autour de moi, des employés que je capote, comment ils sont compétents, comment ils sont cool. Je fais ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai eu de l'aide tout le long. La moindre des choses, ce serait de le reconnaître. Puis ce serait un peu ingrat de ne pas avoir la gratitude de voir tout ce que j'ai, puis d'en vouloir encore plus. Puis moi, quand j'aide quelqu'un qui en veut toujours plus, puis qui n'est jamais satisfait, puis qui n'est jamais content, puis qui trouve que malgré tout ce qu'il y a, j'ai-tu le goût de l'aider un peu plus? Puis d'y en donner? Non, il n'est pas reconnaissant. Pourquoi Dieu serait différent? Qui te donne tout, puis toi, tu n'es pas reconnaissant de ça. Tu n'as aucune... Il y a du monde en Christ en Inde, ces roues-là. Puis ils ont tous besoin d'aide. Pourquoi toi, pas reconnaissant, pas... Puis ça... C'est quoi la justification? C'est mieux d'être reconnaissant en esti. Puis de montrer de la gratitude, puis de montrer que tu le sais que tu as eu de l'aide. Que tu es conscient. Que là, tu viens de m'envoyer la bonne personne. Merci beaucoup, je l'apprécie, ça m'aide. Ça, la gratitude, l'humilité, de savoir ce qui sort d'ailleurs, de savoir ce que les gens nous apportent, de savoir qu'on n'est pas the man qui a tout fait de lui. Ça aide énormément de rester en contact parce qu'au bout de la ligne, cette gratitude-là permet de tout mettre en perspective. Puis l'exercice que je fais le matin, de te lever, de nommer 3 choses à voix haute pour lesquelles tu as la reconnaissance et la gratitude aujourd'hui. Hey, je suis reconnaissant. Aujourd'hui, là, il mouille dehors. C'est le déluge. Il y a des agriculteurs qui vont être vraiment contents. Ça faisait un bout qu'il n'y avait plus aucune pluie. C'est de retourner le négatif en positif. Ce matin, je suis content, j'ai mes 2 chats de bonne humeur qui viennent me réveiller dans mon lit. Je suis reconnaissant de ça. Je suis reconnaissant après ça que je rentre dans mon auto, je suis confortable, je suis bien, j'aime mon véhicule, je m'en vais à Montréal voir c'est où, je suis reconnaissant de ça. Maintenant, quand tu as commencé ta journée en disant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, puis qu'il y a quelqu'un qui te coupe dans le trafic 2 secondes après, tu es de bonne humeur. Je te parle de la théorie unifiée du bonheur, c'est que tout ça se connecte tout ensemble. C'est quoi le principal symptôme du bonheur? La bonne humeur. Quelqu'un qui est heureux, il est de bonne humeur. Puis tu constates que les deux sont réversibles, interchangeables. Tu peux changer l'ordre. Tu peux décider d'être de bonne humeur en premier, puis ça te rend heureux. Fait que moi, j'ai beaucoup appris dans les 5-6 dernières années sur la théorie unifiée du bonheur qui connecte la gratitude pour ce qu'on n'est peut-être pas capable d'expliquer puis de rationaliser. Mais de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous est donné. On a une chance incroyable d'être reconnaissant de chaque seconde, chaque minute. Ça rend tout ça tellement plus plaisant, tellement plus léger. Les problèmes sont tellement inconséquentiels. Puis j'ai hâte d'explorer ça encore plus. Parce que plus je vais loin là-dedans, plus je suis heureux. Merci de ton partage. C'est touchant. Et ça permet la réflexion aussi pour ceux qui se demandent c'est quoi le mindset, tu vois. C'est comment être heureux. Et j'avoue qu'on est chanceux d'être ici. Et moi qui viens de loin, qui viens du Sri Lanka, je retourne souvent dans mon pays. À quel point on est chanceux. Tu peux être un drop-out, on est 2 drop-out. Et qu'on réussit bien dans notre domaine respectif. Tout ça est possible parce qu'on est dans une terre d'opportunités. Québec, peu importe ce qui arrive, évidemment, il y a des places meilleures. Mais moi, j'avoue j'approuve qu'on est vraiment chanceux d'être ici. Ça, c'est une chose. Et plus largement, Céro, il y a un mandat et une responsabilité qui vient avec ça. Quand on t'a doté d'une telle chance, puis qu'on t'a donné beaucoup de ce que tu voulais,
quand tu arrives où ce que tu es censé aller, là, ça veut dire qu'il faut que tu te vires de bord et que tu aides le prochain en arrière de toi dans la ligne. Absolument. Ah, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est une chose que je pense souvent. Puis quand je vois le petit jeune qui a l'énergie, mais qui a envie, le soif d'apprendre, j'essaie toujours de m'amener proche de moi, sur mes ailes, car moi aussi, j'ai commencé avec cette énergie. Tout ce que j'avais, cette énergie. Si demain, je vais faire un podcast avec PBD, c'est pas parce que je suis multimillionnaire comme lui, c'est parce que j'ai cette énergie, cette résilience. Puis il a vu quelque chose en moi qui a dit, you know what, quand il charge 500 000 US pour 1 heure, il me le fait gratuitement. C'est quand même quelque chose. Puis, l'autre côté, il y a aussi cette gratitude que j'ai parce que aujourd'hui, je suis là avec toi. C'est parce que tout le travail que j'ai fait m'a donné cette opportunité d'être avec toi. Des fois, on oublie le momentum qu'on a. Puis le momentum nous amène vers des nouvelles relations. Et plus que l'argent, c'est les relations que je vais entretenir, les nouvelles relations que je vais avoir grâce à tout le travail que j'ai mis. Parce que les gens qui ont cette même philosophie, cette même mentalité, ce même mindset, ils viennent vers moi. Ils les attirent. C'est l'extension de la théorie unifiée, c'est ça? C'est de partager de l'énergie positive. Qu'est-ce qui te revient étrangement? Ouais. Absolument. Puis, je suis curieux de savoir, tu sais, ça c'est une question que j'avais posée à Andrew Tate. Je ne sais pas si tu connais, je l'ai déjà parlé à un certain point il y a 1 an et demi. Et qu'est-ce qui me fascinait? Je bégayais quand j'étais plus jeune, je cherchais mes mots. Le français est ma 3e langue. Alors, j'ai toujours voulu être meilleur en français, aussi en anglais. Alors, Andrew Tate qui avait cette fluidité quand il parle avec aucun mot de filage. Alors, j'étais impressionné par-dessus tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Bon, ça, c'est une autre chose, mais je trouvais que c'est un génie en marketing. La communication. Puis, il m'a dit, voici pourquoi et voici ce que tu dois faire. Et ça, c'est un conseil que j'ai pris à cœur. Puis aujourd'hui, je dirais que si je regarde mes premiers podcasts à aujourd'hui, il y a une grande amélioration. Puis, je suis fasciné par ton vocabulaire. Un gars qui vient de Saguenay, j'ai été à Saguenay, puis on n'a pas du tout le même accent, mon ami. Je suis capable aussi de parler comme au Saguenay à cause, là. Ouais, je sais que tu es capable. J'ai vu des podcasts que tu l'as fait. Mais, est-ce que c'est quelque chose que tu étais conscient et que tu as dit, you know what, je ne veux pas être comme ça. Je sais que ça me prend ça pour avoir ce que tu veux, right? Avoir cette attention internationale, tu vois. C'était un résultat, honnêtement, du feedback des gens. Je le faisais très québécois. Je ne l'ai jamais fait avec cette ambition-là. Puis à un moment donné, on avait un 5-10% de notre audience qui était à l'international, qui commentait sur le français. Qui disait, mais c'est quoi? C'est vrai, c'est un français très joual, qui est très exclusif, au sens où c'est pas très inclusif pour les autres. Écoute des nouvelles haïtiennes pendant 1 heure. S'ils ne se forcent pas, c'est presque incompréhensible. C'est pas un français qui est neutre, qui est un bon pont. Fait que moi, je vous, à mesure où on recevait des commentaires comme ça, je disais, ouais, c'est vrai que... Puis éventuellement, ben là, on passe de 95 à 50-50 à 15-85. Et là, soudainement, la majorité de notre audience est à l'international. C'est juste un résultat de ça où j'ai essayé pas de franciser mon français, d'internationaliser mon français. Juste de trouver un point qui est plus neutre. Ça prend talent pour le faire, Ben. Si toute ta vie, tu as parlé comme avec ton accent. Je suis un gars de com. Je suis un gars de com, ça, il faut le dire. Je suis un gars de communication. J'ai fait de la radio toute ma vie. J'ai fait art oratoire, gestion de crise, débat, l'équipe de débat à l'Université Laval. Fait que j'ai toujours été très près de tout ça. Puis on avait des gens à ce moment-là, justement, avec les jeux de la communication à l'Université Laval, dans l'équipe de débat qui nous aidait beaucoup avec tout ce qu'il y a d'élocution, de vocabulaire et mélodie de manière générale. Fait que moi, j'ai beaucoup appris durant cette période-là, mais surtout, je ne te cacherai pas, 7 jours sur Terre, mec. Je fais 2-3 heures en direct toutes les semaines, donc ça vient pratiquer. Clair. Donc, on arrive à la fin. Honnêtement, j'ai envie de parler encore plus longtemps parce que géopolitique, ça ne s'arrête pas au Venezuela, puis on a parlé de quoi, là, le Venezuela, puis un peu le monde URSS, oui. URSS, exactement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a le Canada qui est un sujet juste à part, qu'on peut faire des heures là-dessus. Et pourtant, on devrait peut-être commencer avec le Canada parce qu'on vit là-dedans. Hein? On devrait savoir qu'est-ce qui se passe. Puis évidemment, Ben a peut-être d'autres opinions là-dessus. Et c'est sûr qu'on en fait un autre, ça c'est clair. Donc, donnez-nous du love, commentez, likez et partagez. C'est un nouveau concept. On rend un peu plus que juste l'immobilier car je suis une personne intéressante.
j'ai pas juste un sujet de conversation, quoi. Et à la fin, j'aime ça poser des questions que j'appelle des rapid fire questions. Let's go. Donc, la première, c'est si tu avais un livre à nous recommander dans ton sphère à toi ou... Les années orageuses, Henry Kissinger. Wow, that's Sans it. aucun doute. Les années orageuses, Henry Kissinger, qui est vraiment les mémoires de Henry Kissinger, qui était le conseiller à la sécurité nationale, puis vraiment ceux qui étaient responsables de la politique étrangère américaine pendant une période absolument critique. Tout ce qu'on se parlait tout à l'heure, des années 70, 80, cette espèce de guerre froide où les Américains ont reconstruit le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et là, tu as ce mec qui déballe tout ça en grand détail dans ses mémoires. C'est toute une brique, mais c'est un ouvrage absolument incroyable qui permet de mieux comprendre le monde. Amazing. Ben, merci pour ça. Est-ce que on peut l'avoir sur Audible, tu penses? Excellente question. Ouais, okay. On va regarder ça. Je suis curieux. Deuxième question. Je suis un gars de citation, de quotes. Y a-t-il une citation pour toi qui définit la personne que tu es, la personne que tu veux être? Je te pointe sur le coup, là. The harder the good, the better the man. I love it. Donc, plus la vie est difficile, plus tu deviens un homme... Plus il est difficile de faire la bonne chose, plus la pénalité est importante, plus on te critique pour dire ce que tu penses, plus il est noble de l'avoir fait dans la première instance. C'est quelqu'un que tu veux aider dehors puis qui est dans... Il n'y a aucune raison de l'aider en ce moment. Là. Ça fait, tous les matins, il t'en va chier, puis à tous les matins, mais là, il a besoin d'aide. Tu n'as pas envie de l'aider, mais va l'aider. The harder the good, the better the man. I love it. J'ai jamais entendu cela. Merci, Ben. Si on devait reculer dans le temps, tu rentres dans une machine à retourner dans le temps, un jour, ça va exister. J'en doute pas. Elon Musk travaille là-dessus. Et là, tu devais donner un conseil ou deux conseils aux jeunes Ben qui commencent dans l'industrie. Hein, tu as une chance. Et de le pousser, oh my God, ouais. avec ta sagesse. Okay. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je fermerais ma gueule, je pense. J'imagine que les erreurs que j'ai commises, que tout ce que... Quand je te disais toutes les circonstances, je voudrais rien changer. Je voudrais rien changer, je regrette rien. Ce que j'ai perdu, j'ai appris. Ce que j'ai gagné, je l'ai célébré. Donc, écoute, j'ai tendance à dire que vraiment tout était nécessaire. Donc, va frapper du mur. C'est des choses que tu as besoin pour pouvoir être la personne que tu es. Et confiance, tout simplement. Maintenant on avance dans le temps. Ouais. Et tu rencontres le Ben de 70 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'il te donnerait comme conseil à toi aujourd'hui? Calme-toi. Calme-toi. Sois gentil. Kind. Prends le temps. Regarde autour. Smell the roses. Ce serait probablement ça. Ouais. Des fois, la vie, ça se passe tellement rapidement. Puis quand on commence à avoir du succès, on oublie qui nous sommes, d'où on vient. Ouais. Et puis on oublie aussi qu'à la fin de la journée, la raison pourquoi tu es là, c'est parce qu'on t'a mis là. C'est les gens qui t'ont mis là. Il faut que ça reste le fun. Il faut vraiment que ça reste le fun. Je vois que tu as du fun. J'ai du fun. Your guy has fun. Tout le monde a du fun. Et c'est ça la vie. T'sais. Et merci encore pour le partage. Et finalement, le concept, c'est que dans chacun des invités, l'invité précédent pose une question. Il ne sait pas c'est qui vient prochainement. Donc la question qui a été posée par cette personne est la suivante. Comment aborder une discussion difficile avec quelqu'un qui a une relation amicale avec toi? Right? Donc, par exemple, tu engages ton ami et il ne fait pas trop bien la job et toi, rigoureux. Clairement l'humour. Clairement l'humour. L'humour peut tout faire passer, n'importe quoi. C'est tellement mieux. Maintenant, si on veut aussi apporter un critique, quoi que ce soit quelqu'un, la règle, commençons par 2-3 compliments. Genre, c'est vraiment solide ce que nous a livré la semaine passée avec tel document. Là. J'ai fait un retour là-dessus, c'était parfait. Je remarque que tu fais des progrès. Maintenant, la dernière fois là, que tu t'es présenté, c'était quoi? C'était complètement ridicule. Je sais, si on vient le présenter avec une légèreté, puis essayer de... Il est plus facile aussi pour d'autres personnes de ne pas le prendre très lourd, très grave, j'imagine. L'humour. Très bon conseil, ouais.
Ouais, ça c'est vraiment bon. Puis ça passe légèrement. Puis les gens, ils vont avoir plus de facilité à le prendre. Tandis que si tu viens puis tu dis, hey, tabarnak, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont pas s'ouvrir, quoi. Ils vont pas s'ouvrir, ça va devenir une dictature dans une compagnie. Il te voit comme un boss, mais non un leader. Tu veux être un leader, tu veux influencer pour qu'ils vont vers toi et non tu dictes pour qu'ils le font par peur. C'est ça la nouvelle tendance, la nouvelle mode. Et si tu devais poser une question au prochain invité, qui est un entrepreneur, ça peut être un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, ou simplement quelqu'un en affaires, qu'est-ce que tu penses que tu aimerais poser comme question? I have a good one. Tell me. Une qu'on pourra... C'est une réponse très flexible qui bouge toujours. Comment tu définis quand toi, tu vas accepter « you made it » ? À partir, c'est quoi le barème? Quels sont les paramètres que tu vas déterminer? C'est fait. J'ai réussi. Parce qu'on a tous cette espèce d'insatisfaction constante, ce couteau entre les dents, à jamais justement regarder par en arrière, à ne pas prendre le temps. On en parlait tout à l'heure. Je pense de poser la question puis de le faire verbaliser à un entrepreneur. C'est quoi pour toi avoir réussi? Qu'est-ce que tu cherches encore? On pourrait se réaliser parfois qu'on l'a déjà. Ou qu'on ne le sait pas. Qu'on n'est pas capable de le définir. Je ne sais pas si c'est une question intéressante. Non, c'est une très bonne question. Avec la personne qui s'en vient, je pense que ça va être une très bonne question. All right, Ben, merci tout le monde d'avoir écouté ce merveilleux podcast. J'ai beaucoup appris, j'espère que vous l'avez appris aussi. Encore une fois, on dévie un peu de l'immobilier pour parler de d'autres choses intéressantes qui, nécessairement, sont reliées à l'immobilier, à l'entrepreneuriat, au business, à l'économie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ben, mais vous l'avez découvert aujourd'hui, guys, allez-y sur 7 jours sur 7. Commencez à regarder tous ces reportages, documentaires. Vous allez être émerveillés par tout ce qu'il fait. Et si vous voulez le supporter, abonnez-vous à son... Faites un don à la CIA, au FSB ou au Mossad. Ça va se rendre. Presque tous les jours, tu vois. Tous les jours, ouais, tu fais exact. un revue de presse. En fait, on est à toutes les semaines. On fait une grande revue de presse après 2 heures pour les membres exclusifs. On va vraiment déballer tout ce qui s'est passé dans l'actualité avec beaucoup de commentaires, beaucoup d'analyses, puis on essaie de mieux comprendre. C'est aussi peu que, si je ne me trompe pas, $1 par mois. $1 par mois, guys. C'est rien du tout pour tout le travail qu'il fait. Donc, guys, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Ben. Merci.